Bon, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est avec Romain Molina. Merci Romain d'être venu nous parler. Y a pas de souci, surtout avec une aussi belle fresque du FC Sochaux-Montbéliard derrière. Comment tu vas? Mais comme le FC Sochaux, tout va bien. Et toi? Moi, ça va, merci. Alors, pour ceux qui te découvrent, comment tu te présenterais aujourd'hui? Comme une personne folklorique. Plus sérieusement, journaliste, écrivain, les gens mettront le terme qui plaira. Mon travail, on va dire, c'est sur les coulisses du sport en général. Alors, beaucoup de football, mais pas que. Je fais aussi des fois d'autres disciplines. Et voilà, ça peut passer de la corruption, de mauvaise gestion financière, à des matchs truqués, ce que je fais beaucoup en ce moment, à des abus sur mineurs, voilà, à expliquer aussi la politisation des instances, etc. Globalement, c'est ce que je fais. Super. Et étant plus jeune, est-ce que tu te voyais devenir journaliste ou c'était pas dans ta tête? À la base, je voulais faire quelque chose lié au sport. Euh, pour moi, mon sport, c'est le basket, celui que je pratique du moins, toujours aujourd'hui, Mhm. parce que j'ai les pieds carrés. Je peux courir, remarque, hein, pas de problème. Je peux mettre des taquets, ce que tu veux. Le pire, c'est que je peux voir le jeu sans problème. Alors, je pense que j'ai une qualité technique de dernière division départementale française. Et encore, on me dirait non, mais tu étais juste bon à courir, quoi. Donc non, mon sport, c'est le basket, que je préfère aussi. Donc je voulais faire quelque chose dans le sport à la base. Or, il s'est avéré, naturellement, vu que j'écrivais un peu, notamment à l'époque, alors je sais que ça peut faire un peu rire, mais j'étais modérateur de forums sur Football Manager. Ok. FM Europe, ça s'appelait. La partie story, notamment, je la gérais, j'avais quoi? 16, 17, 18. Et donc, j'avais l'habitude d'écrire un peu comme ça. Bon, j'ai jamais été trop mauvais non plus pour l'art écrit, donc en fait, assez naturellement, ça s'est fait comme ça. J'ai commencé dans un magazine de basket, Basket News et Maxi Basket à l'époque, qui avait un partenariat avec la Ligue nationale de basket. D'accord. C'est que chaque semaine, c'est moi qui normalement qui faisais l'entretien avec un joueur de Pro A, comme on disait à l'époque, de première division de basket français. Et puis voilà, puis à côté, j'ai créé site, webzine, etc. et tout. Donc, ouais, c'est fait un peu naturellement, parce qu'à la base, je voulais faire quelque chose en lien avec le sport. Ok. C'était soit foot, soit basket, parce que j'ai toujours aimé le foot aussi, hein. Mais mon amour numéro un restera quand même le basket. Le basket. Ah, toujours. Et actuellement, tu es joueur en plus de basket. Tu joues. Toujours. Ouais. Ouais, je joue en Espagne, je joue à Gibraltar, ouais, donc toujours. Je m'entraîne, je resté fit, non, toujours. Avec, je meneur arrière. Alors, je dis pas que je suis un grand joueur, mais j'étais au dernier niveau départemental avec mes potes en France et j'ai quand même réussi à monter jusqu'en National 3 espagnol. Donc bon, Non. c'est déjà. Oui, bah, vu d'où je viens, petit village isérois avec un entraînement par semaine en dernière division départementale, je crois qu'au final, j'ai monté ouais, cette division à peu près. C'est déjà pas Tout mal. seul, etc. Sur d'autres pays. Ouais, voilà, déjà. C'est pour ça que je peux peut-être aussi, j'ai une certaine tendresse pour les clubs semi-pro. Parce que Mhm. je peux m'y voir, quoi, quelque part. Donc, ouais, ouais, et là, bon, on a perdu un quart de finale cette année en playoff, malheureusement. Donc, on va travailler dur cet été pour toujours rester en forme, parce que bon, c'est important. Et il va falloir une prochaine. Mais ça, c'est mon amour, oui. Ça, c'est mon amour. Ok, super. Et à quel moment t'as compris que tes enquêtes elles allaient devenir ta marque de fabrique? Ah bah, à la base, c'était pas prévu, hein. À la base, j'avais 19-20 ans. J'avais lancé Shark Foot, Mhm. qui était un webzine autour du foot francophone, surtout Suisse, Belgique, France. Ce que je faisais au début, vu que j'avais pas de réseau, je connaissais personne. La seule personne dans le milieu du foot que je connais, alors, anecdote, paix à son âme, parce qu'il est mort il y a pas longtemps, c'était l'ancien meilleur buteur de l'Olympique Lyonnais, Fleury Dinalo, parce qu'il était client chez mes parents, parce que moi je viens des marchés, fruits et légumes. Ok. Et il nous achetait notamment des poires à battre, Fleury. Donc, bah, une fois j'avais parlé avec lui, parce que ma mère m'avait présenté, mais moi je connaissais personne. Donc, réellement personne. Donc, ce Mhm. que j'ai fait, c'est qu'au début, je me suis dit, bon, vu que t'es personne, et qu'en plus j'avais un attrait pour les divisions inférieures et tout, et je me disais, bah, personne ne s'intéresse réellement à eux. Je parle, on est en 2010, hein, Mhm. 2011. Donc D'accord. je parle d'un temps lointain. Et bah, je suis allé interroger les joueurs méconnus de deuxième division suisse, de sixième division anglaise, etc., des francophones. Et à la base, la marque de fabrique, si je mets des guillemets, c'est des longs entretiens intimistes à la première personne. En fait, je retranscris vraiment mot pour mot ce qu'ils me disent, quoi. J'ai Ok. notamment tenu un blog aussi pour l'équipe à l'époque, ça s'appelait Kick-Off sur les tréfonds du football britannique.
Bah, c'était ça, et c'est comme ça que j'ai fait mon réseau au tout début, avec aussi rapidement des choses liées à l'Afrique, parce que t'es rapidement contacté. Mhm. Et je dirais qu'au bout d'un an, je me dis, wow, mais l'histoire qu'on te raconte, elle est peut-être autre chose en fait. Et je dois avoir 21-22 ans quand je publie ma première grosse enquête sur CNN, autour de Chancel Bemba, ses 4 dates de naissance et tout un Mhm. réseau entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Et c'est là où je me dis, wow. Et j'avais déjà eu d'autres cas comme ça. Vincent Bicana, un Camerounais de Neuchâtel, c'était ni son âge, ni son nom, ni son prénom d'ailleurs. Pareil, qui était plus ou moins trafiqué, il n'y a pas d'autre mot. Ok. Qui était passé amené par le Brésil, tout. Je crois que lui, c'était 9 ans le trafic d'âge. Ah ouais, Il me ça semble. fait quand même là. C'est Ouais, énorme. il y a des mecs qui ont trafiqué 9-12 ans, hein. C'est. Ah ouais, je peux. Ah ouais, non, t'as des cas exceptionnels, hein. Mais il n'y a pas qu'en Afrique, attention, hein. L'Irak, Mhm. par exemple, est un spécialiste de l'âge truqué. En Asie, il y a d'autres pays. En Amérique latine aussi. Faut pas croire, faut pas non plus généraliser. Mhm. Et donc voilà, et rapidement, bah en fait, c'est pas simplement de faire des enquêtes sur ce qui va pas, c'est aussi sur ce qui va. Quand j'ai fait mes ouvrages sur les bio-autorisés de Unai Emery et d'Inson Cavani, c'est des enquêtes au final. Parce que quand tu vas interroger quasiment 100 personnes qui ont connu un joueur, Mhm. et en fait c'est une enquête, tu vois. Mais l'enquête c'est pas forcément un truc voilà, de micmac. Mais j'ai toujours été curieux en fait, c'est comme dans les entretiens, c'est des trucs très longs, c'est parce que voilà, je cherche à savoir le pourquoi du comment. Et donc c'est Ok. toujours remonter à la source parce que j'ai toujours estimé que moi on s'en fout de mon avis. Mon avis il apporte strictement rien. Par contre, c'est le travail que tu peux faire avant, où tu condenses tout, tu compiles tout de tous les côtés, et ensuite t'expliques le travail, Mhm. les faits, en essayant voilà, d'être le plus honnête possible, évidemment, sachant que tu peux toujours te faire manipuler, évidemment. Mais voilà, mais mon avis, on s'en fout. Donc en fait, quelque part, ma méthode, ça a toujours été d'aller le plus profond possible. Donc quelque part, j'ai toujours été un peu comme ça. Après, ça peut être des sujets positifs ou plus sombres. D'accord. Et justement, il me semble que tu as collaboré pour des articles avec le New York Times. Ouais, New Comment, York Times, Guardian, CNN, BBC, exactement. comment ça s'est passé du coup? C'est eux qui t'ont contacté ou... En fait, j'avais fait CNN au début par John Sinnott, qui était le responsable du bureau à Londres, qu'on m'avait présenté. Et puis après, j'avais fait quoi d'autre? J'avais fait France Football à l'époque, par Philippe Auclair, qui m'avait Ok. introduit, que je connaissais un peu, qui est une très bonne personne. J'ai fait quoi d'autre? Je réfléchis. Parce qu'après, j'avais lancé aussi Hat-Trick, qui est un site autour du football britannique, tout ça, mon premier livre, Galère Football Club. Mhm. Et ensuite, je crois que le premier. Donc j'avais fait CNN avant, et je crois que le deuxième gros média international que je fais, ça doit être le New York Times. Ça doit être, oui. Oui, parce qu'en fait, j'avais lu le livre de Alex Duff et Tariq Panja. Tariq Panja travaille au New York Times. Et donc, je lui avais envoyé un message, on avait parlé un peu, puis il suivait aussi ce que je faisais. Ok. Et puis un jour, je lui ai dit, écoute, Tariq, il y a un cas, je sais pas quoi en faire, je t'explique. C'était en Lituanie, le club de Stumbras. Je lui dis, si c'est pas du trafic humain, c'est pas mal. Ça ressemble beaucoup. Donc c'était longuement appelé, je lui en avais parlé, et il m'a dit écoute, ça nous intéresse, il en a parlé à ses boss, il est parti en Lituanie, je l'ai mis en contact et tout. Et en fait, t'avais une vingtaine de joueurs regroupés dans un baraquement, les mecs étaient payés quand ils voulaient, les passeports confisqués, enfin bon. C'était un club qui visait les qualifications, tu sais, en préliminaire d'Europa League et tout. Ok. Et donc on avait fait un sujet où j'avais collaboré là-dessus, et en fait ça a commencé comme ça. Euh, Ça a commencé sur Stumbras, qui d'ailleurs, 1 an ou 2 ans après, je crois, cool, et le syndicat mondial des joueurs avait fait justement une action contre ça, en fait, tu vois, ça a commencé comme ça, où c'était, bah, tu vois, toujours dans l'idée pour un football plus juste, quoi. Ok. Et puis ensuite, c'est parti sur la Fédération française de foot, où bah, avec lui, on a fait beaucoup d'enquêtes. Et également les abus sur mineurs dans le basket malien, avec la fédération qui avait poussé à beaucoup de suspensions, la Fédération internationale de basket qui avait dû diligenter un truc au niveau international. Donc ça, je l'avais fait avec Jerry Longman du New York Times, une autre personne. C'était cool. Et puis après, le New York Times, vu qu'ils ont externalisé leur service sport avec The Athletic, maintenant c'est The Athletic qui fait globalement, même Tarek qui fait très peu de sport aujourd'hui là-bas. Bah, c'était plus dur mais voilà, donc New York Times, puis le Guardian aussi, t'as fait maintenant depuis 5 ans, je publie régulièrement pour eux. Donc voilà, ça s'est fait naturellement parce qu'en fait, à l'international, on va dire, j'ai plus de contacts avec des mecs internationaux qu'en France. Ok. Je fais partie d'un groupe aussi, FIFA Inquisitors, on est peut-être une quarantaine à travers le monde, on va dire de personnes qui encadrent vraiment autour du foot. Donc après, oui, j'ai fait aussi pour The Inquisitors, qui était une plateforme allemande surtout autour de l'olympisme. Sport News Africa aujourd'hui, Josimar en Norvège, j'ai fait un truc aussi pour le temps en Suisse, là j'ai fait Africa is the Country, qui est un média sud-africain, Mhm. et puis voilà, après j'ai fait aussi pas mal d'interventions dans des médias, que ce soit Panama, en Colombie, au Salvador, Iran,
Euh, ouais, beaucoup en Amérique latine aussi, Uruguay et tout. Mais ouais, pour que les gens comprennent, voilà, surtout à l'international, et c'est mieux comme ça en fait. Donc ça date il y a quelques années maintenant. Super, ouais, t'es vraiment. T'es sur tous les tableaux, quoi, hein, si on peut dire ça comme ça, au niveau international, niveau foot international, quoi. Ouais, mais on va dire, sur des sujets qui se ressemblent. Hmm, Parce que j'ai fait aussi la BBC. La BBC, j'ai commencé avec eux sur des affaires de matchs truqués en Tunisie, liées sur des paris en France, qui ont abouti à plusieurs mises en examen, notamment du patron de l'arbitrage tunisien de l'époque, Monsieur Guérat. Donc, c'est beaucoup lié on va dire, à la politisation et les instances du football international, et notamment africain. ok. Au fil des années, j'ai quand même fait énormément d'enquêtes à l'Afrique, mais c'est aussi une question de langue. Parce qu'en fait, bah, forcément, je suis plus contacté par des gens dans les pays francophones. Mhm, Même si, tu vois, le capitaine de la Somalie, un jour, il m'a écrit, bah, je peux te donner un exemple comme ça, en Afghanistan, j'ai fait... et j'ai la chance de parler anglais, espagnol, français. Donc, hmm, ça aide. en fait, je... Oui, puis étant curieux naturellement, ah, je m'intéresse pas mal à ce qui se fait ici et là. Et en fait, souvent, là récemment, j'ai fait une enquête sur la fédération au Népal et ce que fait la FIFA qui avait menacé l'État népalais. Donc je l'ai fait avec un journaliste népalais d'ailleurs, Mhm, Sudage pour Josimar. Donc si tu veux, au bout d'un moment, c'est avec toutes ces années-là, j'ai un réseau aussi international qui fait que. Et puis plus tu fais des cas qui ont de l'impact, c'est-à-dire des condamnations, des suspensions, des mises en examen, en gros, il y a des gens à travers le monde qui disent ah bah nous aussi on a les mêmes choses, c'est potentiellement possible, donc en fait t'es contacté. Donc il ok. faut être vigilant et tout. C'est pour ça qu'on va dire petit à petit, ça s'est fait comme ça, quoi. Donc, pour suivre, est-ce que t'as déjà reçu des menaces après avoir écrit certains articles? Ouais, ouais, bah. Vidéo aussi, hein, c'est pareil. Oui, bah déjà tous les procès qu'on m'a intentés. Alors, j'ai tout gagné heureusement avec l'excellent boulot aussi de mon avocat, maître Mokhtar Abdenouri, mais on m'a réclamé, je crois qu'au total, entre 300 et 400 000 euros de ce qu'on Ah m'a ouais. demandé, hein. C'est pas un jeu, hein. Là, le nouveau procès que j'ai, c'est Jean-Pierre Bernès, le sélectionneur d'Didier Deschamps. Je crois qu'il me réclame 20 000 euros pour deux tweets. Les tweets, visiblement, ils étaient taquins. Alors, j'ai toujours pas compris le pourquoi du comment, parce que c'est quand même factuel et que c'était pas, voilà, mais 10 000 euros le tweet, je me dis, ah, quand même, tu vois, je devrais diviser à la lettre. Savoir combien vaut la lettre selon Jean-Pierre. Hmm, Mais non, mais Jean-Pierre, il a beaucoup souffert, j'imagine. Donc bon, vu qu'il a fait ça, je pense qu'il mérite une petite vidéo quand même. Ah, qu'au moins il porte plainte pour quelque chose, quoi, j'ai envie de dire. Mais il pourra pas trop parce que c'est factuel et puis en plus je prends les avis de part et d'autre. ouais. Donc oui, il y a ça. Il y a tout ce qui est bah, le harcèlement, on va dire online, les campagnes de diffamation. Tu vois, là récemment, j'ai quand même eu il y a quelques mois, on a essayé de me faire passer pour un agent algérien contre le Maroc, payé par l'Algérie, où mon père serait algérien. Wow. Alors mon père, dans la tombe, a dû se réveiller et lui dire, Fils, je ne t'ai pas dit, je suis algérien en fait. Hmm, Alors je savais pas que Molina, je me suis dit, Vicente Molina, tu hmm, vois, moyen quand même. Surtout que sa langue maternelle, c'est un peu l'espagnol quand même. hmm. Euh, bon, tu vois, j'apprends des choses de moi à plus de 30 ans, c'est bien quand même. Oui, il est payé par telle personne. Merde, mon compte bancaire était pas au courant non plus. Donc, bon, ça, j'ai trouvé ça assez. Non, c'est pas rigolo parce que, en fait, la personne qui sait pas va dire, bah, en fait, voilà, ça explique pourquoi. Et, tu vois, alors que moi, j'ai rien contre personne. Il y a un truc qui me caractérise pour le coup, c'est que j'ai pas de haine en moi Mhm. et je ne généralise pas. Mais donc, oui, t'as ça et on va dire que les menaces de mort, les machins, mais après, bon, les menaces de mort du mec qui t'écrit sur les réseaux sociaux pour te dire je vais te tuer, bon, j'ai envie de dire oui, Ouais. d'accord, oui, ok, cool. Mais si t'as quelqu'un d'un peu fragile émotionnellement, mais il arrête, hein. Mhm. Mais attends, j'avais ma tête dans les télés marocaines Ah ouais? pour dire que j'étais algérien. Oh purée. J'ai jamais mis les pieds en Algérie en plus. Par contre, j'aime beaucoup les dates algériennes, ça, c'est vrai. Ça, j'avoue. Mais, alors, anecdote, il y a un jour un mec qui m'appelle en Algérie, il me dit, bah alors Romain, tu m'as pas dit que t'étais algérien? Après, je dis, j'étais pas au courant non plus. Ah bah comme ça. Mais attends, c'est pas les seuls. À l'époque, on a fait croire que j'appartenais aux frères musulmans. Alors, j'étais pas au courant non plus. Au Congo, les mecs avaient dit que j'étais tunisien. Je crois qu'on peut retrouver les articles. Tu vois, à chaque fois, j'ai une nationalité différente. Je trouve Hmm. ça assez génial. Et que je serais payé par X ou Y à chaque fois. Alors, mon compte bancaire, il attend toujours les virements. Mais donc, si tu veux, c'est marrant, t'apprends des choses sur toi. Donc, moi, je regarde pas, mais il y a ça. Puis après, oui, des fois, ça allait un peu plus loin. Mais j'ai remarqué souvent quand tu dis la même chose en privé et en public, les gens, même s'ils t'aiment pas, ils te respectent. Ils Ouais. respectent au moins ça. Après, oui, aujourd'hui, je suis sûr que je demande une accréditation à la CAF pour la CAN ou à la FIFA pour la Coupe du Monde. Je crois qu'ils vont même pas répondre. Tu vois, alors, je leur demande jamais.
Mais oui, plus blacklisté dans certains points. J'ai plus reçu des menaces bizarrement dans le milieu médiatique que sportif. Alors, sauf d'une personne, où c'est allé assez loin, parce qu'on a carrément essayé de. Voilà. Mais ça, c'est pas à moi de raconter, puis j'ai pas envie Ouais. de me victimiser. Au bout d'un moment, quand tu mènes un combat pour des choses que tu estimes justes, bon, bah écoute, s'il y en a, tu te doutes bien que des fois ça va pas plaire à tout le monde, mais c'est pas Mm. grave. C'est pas pour ça qu'on va baisser les yeux. Ah bah totalement oui. Bah ça en fait des. Ah, d'argent qu'on m'a demandé, ouais. Ouais, je crois que c'est. Bah, j'ai eu 120 000 euros, Lopez c'était 60 ou 80 000, les autres c'était 20 000. Ouais, ouais, donc ça chiffre vite. Je crois que Fernand Lopez, l'autoproclamé patron du MMA français, il avait réclamé plus de 100 000 euros aussi. Ah ouais, Donc, ouais, 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 il avait beaucoup souffert. Non, mais purée. il avait beaucoup souffert aussi, Fernand. Ouais, il pleurait. J'ai fait une vidéo, c'était la vidéo, il était pas content. 100 000 barres. Bon, après, voilà, après, il y a une justice. La justice m'a donné raison, quoi, m'a acquitté totalement. Donc, bon, écoute, on verra hein, après. Mais par contre, ça montre tous les procès que au final, j'ai gagné, tous les procès. Je crois que ça fait 7 ou 8. Bon, ça montre aussi, par contre, une manière de travailler, je pense. Oui aussi Que ouais. ce soit de mon avocat, Maître Mokhtar Abdenouri, mais également de moi, sur la base factuelle. Ça montre et ça devrait inspirer aux autres personnes que, bon, bah, t'as pas grand-chose au final, quoi. Ça part sur de l'argent à perdre. Oui voilà, ils ont dû perdre beaucoup d'argent. Mais est-ce que quelque part, ça légitime encore plus ce que je fais? Mm. Parce que si tu gagnes tous tes procès, bon, en plus, je suis tout seul, tu vois. Mon avocat, c'est alors Grandé, mais c'est un avocat de Marseille, Mhm. qui est pas du, tu vois, c'est pas le mec qui passe dans tous les médias et tout. Par contre, c'est un bosseur. Je me retrouve beaucoup en lui, tu vois. C'est un mec qui charbonne, quoi. Et, et je lui rends hommage parce que le travail qu'il fait, Ouais. il est brillant et notamment pour des causes importantes. Donc, je pense qu'au final, toutes ces attaques et procès ont légitimé mon boulot au final parce qu'à un moment donné, il y a les faits. Oui Et les aussi. faits, c'est que bah, la justice, à chaque fois, voit avec la base factuelle et dit bah oui, en fait non, il n'y a pas de diffamation, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de là. Quoi. Quand tu gagnes à chaque fois, bah, C'est qu'il y a une raison. c'est qu'il devrait avoir une raison. Donc, l'enquête la plus compliquée que t'aies menée. Bon, bah, les abus sur mineurs. Haïti, Gabon. Haïti parce que c'est la première et parce que j'ai aucune idée de comment gérer. Mhm. Parce que tu me dis, bon, micmac, même un peu lié à du trafic de drogue, je te dis, bon, je peux plus ou moins gérer, je vois à peu près comment faire. Euh, mais abus sur mineurs, depuis 2 décennies avec des avortements sur des gamines de 14-15 ans au centre FIFA à la Croix des Bouquets à 15 minutes de la capitale Port-au-Prince, Wow. Ouais. comment tu gères? La sécurité psychologique, tout, ben, j'étais pas préparé pour ça. Mais qu'est-ce que je demande même non, mais la question, la manière dont tu la poses, tu vois. Plus ensuite les menaces de mort sur les gens, j'ai participé à des exfiltrations. On était en plein Covid en plus, hein. Ah ouais. J'ai aucune expérience ni de X ou Y pour me dire, bah, va falloir cacher quelqu'un pendant 3 ou 4 mois. Comment tu fais? Bah, par contre, là, je peux te dire que tu sais que si tu te plantes, que j'étais avec un gars, il s'appelle David, que mon gars qui est canado-haïtien, qui est au Canada, il y a moi, il y a une avocate anglaise, Kat Craig, du syndicat mondial des joueurs, la FIFPro, et une dame de Human Rights Watch qui était au département de justice américain, Minky Warden. On va dire à 4. Donc en plus, une personne en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, et moi qui étais au fin fond de l'Andalousie, en plein Covid, comment tu caches quelqu'un pendant 3 mois avec la FIFA qui n'aide absolument pas à l'époque? Enfin, tu vois, c'est. Puis après, comment tu le sors du pays? Et quand tu le sors du pays, faut avoir les visas. Ouais bah oui. Sauf qu'il n'y a plus de direct pour aller à Paris à l'époque, il fallait Mm. passer par Miami. Donc il faut un visa de transit pour les États-Unis. Mais comment tu fais quand l'ambassade elle est fermée? Et que si une personne le voit, il va se faire tuer. Mais au sens propre, les mecs sont venus avec des kalachnikovs chez lui. C'est pas une blague. Donc, bah, tu fais comment? Et bah, je remercie les gens après qui m'ont aidé parce que c'est des mecs que je connais qui l'ont hébergé et tout. Donc tu dois organiser son arrivée et tout. Et je me rappelle la veille, il me dit, bon, à demain si Dieu veut. Eh, je peux te dire que tu dors pas bien, hein. Ah bah je pense que oui Je là. sais. Ah mais non, mais s'il était reconnu, le mec était mort. Donc toutes les décisions qu'on a dû prendre, avec David surtout. Voilà. Après, j'ai une fille pareille, elle m'appelle, Romain, un bandit m'a dit qu'il sait que j'ai parlé à la FIFA. Si je lui remets pas 20 000 dollars demain, il me tue. Je fais quoi? On est un dimanche, septembre. Il y avait mes grands-parents qui étaient venus en vacances en Andalousie, ma mère. Je dois t'interrompre, etc. J'appelle la FIFA, la dame que j'appelle s'appelle Joyce Cook. Oh, Romain, it's terrible! Bah oui, c'est terrible, il faudra te faire quelque chose. Je ne sais pas quoi faire. Ah d'accord, bah, c'est cool, on a 24 heures pour décider. Vous êtes la FIFA, vous avez des milliards, vous n'êtes même pas capable de. Ensuite, je parle à la FIFPro, la FIFPro elle peut rien faire. Et là, je dois traduire en français ce que la dame de Human Rights Watch, elle lui dit.
En gros, tu vas devoir partir. Mais t'imagines, c'est moi qui vais tout traduire. Et finalement, j'appelle un gars en Haïti. Je lui explique. Il me dit qui? Je lui explique et tout. Il y va. Il appelle le gangster. Et il lui fait comprendre que lui, il pèse plus que lui. Il lui donne rendez-vous dans une espèce de ghetto d'Haïti. Et le mec lui dit non, mais je sais pas qu'elle est sous ta protection. Donc j'arrête. Si je passe pas cet appel-là, peut-être que cette fille, elle est morte. Et c'est pas la FIFA, c'est pas X ou Y, tu vois. Hmm. Donc, bah oui, parce que tu. Et si tu veux, là j'ai bien vu qu'il y avait une fuite à la FIFA. Et je sais d'où vient la fuite d'ailleurs. Donc, là où tu te dis, mais en fait, c'est vérolé. Donc, tu vois, c'est d'une gravité sans nom. Hmm. Donc, c'est gérer toutes ces affaires-là. Et puis le Gabon, parce que j'ai des mecs voilà, qui des fois t'appellent, Romain, j'ai envie de me suicider. Oh, Ils s'appellent pas la FIFA autre, hein. C'est Bibi, hein. punaise. Tu vois, c'est tout ça qui a géré derrière. Déjà, pour faire publier, ça a été 2 ans de travail. Parce que les vérifications juridiques, les s'il est là, ça a été une affaire nationale au Gabon, hein, de ce qu'on appelait le Capello Gate. Tu vois. Je crois qu'aujourd'hui, il y a 6 ou 7 personnes qui ont terminé en prison quand même. Hmm. Également au taekwondo et au tennis. J'étais tout seul en plus, hein. Les enquêtes du taekwondo et du tennis, j'ai publié sur ma page Facebook quand même. Pour te dire à quel point c'était la solitude, hein. Ah oui. Et les mecs ont pris, ouais, notamment le maître Chaka, qui est un des plus grands maîtres de taekwondo au Gabon, il a pris je sais pas combien de prison pour pédocriminalité, donc depuis 30 ans à peu près, d'impunité, où il a quand même sorti au juge, oui, mais j'ai une relation avec un. Comment il a dit? Un cadre du régime ou je sais pas quoi. D'ailleurs, c'était la menace en gros. Enfin, tu vois, non, mais Oh là c'était la là. folie. Ah, c'était exceptionnel. Donc après, à un moment donné, tu dois coordonner avec la justice locale, mais à qui tu peux faire confiance, etc. Si les gens. Enfin, c'était. Ouais. Humainement, ouais, humainement, ça a été quelque chose, quoi. Ouais, Mais ouais, mais après, c'est des rencontres à vie aussi, tu vois. J'ai des liens. Ouais, ouais, c'est une chance aussi, tu vois. Il y a une fille, notamment haïtienne, il y en a deux, mais surtout une, je dirais. Elle a retrouvé vraiment un sens à sa vie, tu vois. Je lui ai présenté une personne qui est venue presque sa deuxième maman. Elle s'est légalisée, travaille, Hmm. retrouvé un sourire. Bon, bah, tu vois, tout ce qu'on peut dire sur moi, j'ai envie de te dire. Ça. Pareil, j'ai un gars au Gabon. Chaque fois, c'est mon anniversaire, il m'envoie une vidéo pour me Ouais. remercier de ce que j'ai fait pour lui, de ce que ça lui a. Ça, les gens, ils peuvent me dire tout ce qu'ils veulent, les machins. Ça vaut tout l'or du monde. Ouais, ça, je pense, ouais. Ça, C'est. c'est des gens que personne ne connaît. Moi, je connais, dans la relation. Je sais pourquoi on l'a fait. Ça vaut tout l'or du monde. Le reste, les machins, ça vaut rien. Ça vaut tout. Mhm. Je pense que oui. T'es un peu le grand frère, du coup, pour certaines personnes. Ah, je suis plus jeune que certains, tu vois, notamment au Gabon, parce que c'était des trucs Hmm. qui s'étaient passés il y a un moment, mais. Disons que j'ai. Non, je pense que je suis plutôt le porte-voix des gens qui ont une voix mais qu'on n'entend pas. Ouais. Ou qui peuvent pas se montrer à cause du danger. Ça, oui. C'est pour ça que je fais autant de choses sur des petits clubs en France. Autant de choses sur des fois sur. J'ai même fait des enquêtes sur le tir à l'arc au Tchad. Ah Parce oui. que si je le fais pas, un, personne ne va le faire. Mhm. Et deux, ça va rester au niveau local et il va rien se passer. Et je vois pas pourquoi, bah, c'est sportif de haut niveau. Je vois pas pourquoi en fait ils auraient moins de droits que tu vois quelqu'un de connu en fait. Et en fait, je fais ça de mon temps, parce que ça, pour le coup, ça rapporte rien, ça pour le coup juste du temps, etc. Parce que je peux pas dire non. J'arrive pas à dire non. Et je sais que c'est un problème, c'est que je suis trop gentil souvent, c'est-à-dire que je prends des trucs, des fois je devrais même pas. Mais ça voilà, quand tu vois en plus des gens vraiment de bonne volonté. Mais tu vois, il y a des choses aujourd'hui que je ne ferai plus parce qu'il y a des gens qui ne méritent pas, Ok. notamment en France. Ouais. Ah ouais, ouais, non, c'est. Ah non, non, non. C'est-à-dire, quand t'as des gens. Je veux dire, on vit en France quand même. Enfin, moi je suis en Espagne, mais. Hmm. Je veux dire, t'es pas sous la dictature birmane de l'époque. Ça va, tu peux quand même parler un minimum. Sauf qu'en fait, c'est des gens qui ont de l'argent, etc., qui n'ont pas envie de perdre leur statut. Ah oui. Et après, ils me disent, ouais, non, mais la cause, la cause. Non, la cause, elle est pas plus importante que ton pognon. Alors que t'es déjà dans une très bonne situation. Donc, je vois pas pourquoi j'irais perdre autant de temps pour des gens qui ne le méritent pas. Et Mhm. clairement, qui ont un manque de courage absolu. Quand il y a des choses qui me semblent bien plus importantes pour des gens qui, voilà, qui ont beaucoup plus de courage. Ça, par contre, ouais, ça, c'est quelque chose auquel je pense de plus en plus. Donc ils pensent beaucoup à leur poste, quoi. Surtout rester. À bout d'un moment, si tu dis que la cause elle est plus importante que tout, bah voilà, pourquoi c'est moi toujours? Mhm. Ouais, j'ai pas été envoyé au front à chaque fois, tu vois. Alors il y a des choses, évidemment, je le fais. Mais il y a d'autres choses, au bout d'un moment, je leur dis, oh, je te prends un exemple tout bête, mais moi, des joueurs, ouais, Romain, c'est pas normal, ma foi, elle est bafouée, etc. Il y a des coachs, etc. Ce qui est une réalité. Notamment si c'est passé en équipe de France jeune, il y a ceux qui pratiquaient qui observaient le jeûne lors du mois de Ramadan, etc. et tout. À un moment donné, je parle à un mec, ancien joueur, il ne joue même plus, le gars, connu. Ouais, Romain, il s'est passé ça quand je jouais et tout, les joueurs. Je dis, pourquoi t'en parles pas toi? Oui. Ah ouais, mais Romain, si je fais ça, après tu connais le mieux. Bah, je lui dis, bah, alors, tu vas arrêter avec ta foi c'est pas la plus importante en fait.
Et j'en ai fait des sujets là-dessus en plus. Voir que j'en ai pas fait, tu vois, j'en ai fait plusieurs. Mais à un moment donné, je leur ai dit, hey, je suis même pas musulman moi en plus. Mm. Et je trouve que c'est important, on en parle. Même si je suis pas directement concerné. Mais vous qui êtes directement concerné, le gars ne jouait même plus. Ah non, mais tu comprends, Romain, si ça va être compliqué après, ça va me bloquer les postes. Bah, elle me dit pas que ta foi elle est importante. Ah bah oui, c'est un Tu peu peux pas dire que ta contradictoire. foi elle est plus importante que ça. Et ça a le don de m'énerver. Mm. Et ouais, machin, Romain. Mais en plus, tu sais, c'est des mecs, je suis sûr que, admettons que si je suis attaqué en justice, je suis sûr que les mecs, ils diraient qu'ils m'ont même pas parlé. Ah ouais, à ce point. Ah ouais, 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 ah, il y en a, oui, oui. Il y en a d'autres, non. Mais là, il y en a deux, trois que j'ai en tête. Oh, vraiment, des gens. Tu vois, alors eux, je bougerai pas le petit doigt. Mm. Ça se Parce qu'en comprend. fait, moi, je vais au front. J'ai déjà été assez. En plus, toi, si je l'avais jamais fait, mais je l'ai déjà fait, notamment sur ce sujet-là. J'ai déjà assez fait. J'ai quasiment le seul à le faire. Maintenant, machin. Ouais, mais parle-en aussi un petit peu. Pas moi, toujours, tout le temps, aller au front. Surtout quand t'es plus joueur. Et Mm. même ceux qui sont encore en activité au bout d'un moment, mais non, Romain, il y a machin. Et j'en dis, ah ouais, leur foi, etc. Puis quand tu connais leur double vie au mec là, tu dis, ouais, leur foi, c'est vraiment, c'est bien pour Instagram, quoi. Ouais, Mais c'est la vérité. c'est contradictoire, quoi, du coup. C'est le milieu du sport. Ouais. Récemment, tu fais une enquête sur le football togolais. Est-ce que tu peux nous Ouais. aborder le sujet, nous éclaircir un petit peu? Ouais, bah tiens, tu vois, c'est typiquement le genre d'exemple où je vais donner de l'écho à ce qui se passe, c'est-à-dire que c'est une enquête de match truqué, on a publié également les audios qui impliquent plusieurs dirigeants, je veux dire, les audios sont très clairs. Et il a fallu qu'on publie, que je publie au niveau international, pour que 2 jours plus tard, la fédération saisisse la commission de discipline en disant oui, des informations concordantes, etc., trucage de match. Pour que le dossier soit vraiment ouvert. Si je le fais pas, moi je te le dis. Parce que c'est pas moi qui ai le truc, tu te doutes bien que j'ai des gens au Togo. Ouais. Ils m'ont tous dit, voilà, parce qu'il y a des mecs qui ont voulu publier au Togo, ils ont reçu des menaces, etc. Il y a très peu qui ont publié avant. Donc après, j'ai récupéré tous les éléments, tout ça, toutes les versions. Et on a envoyé sur Sport News Africa, où il y a une vraie liberté de ton pour le coup. Et c'est ce qui permet aujourd'hui, voilà, d'une ouverture d'enquête officielle, saisie de commission de discipline par la fédération, parce qu'elle est obligée. Parce qu'à un moment donné, bah voilà, ça fait que quand tu viens de l'international, et que tu mets, on va dire, en avant des choses qui vont pas, bah, forcément ça fait une réaction. Et je tiens d'ailleurs à souligner un truc, en Afrique aujourd'hui, il y a plus de réactions de la justice sportive que par exemple en France. Ah, de loin, hein. Ah ouais? Ah ouais. Ah, mais la France dans le sport, c'est inimaginable. C'est pas l'immobilisme, c'est pire que ça. Je pense aux fédérations de kickboxing, de cricket, le cricket, j'ai envie de dire. Mais le cricket, le ministère a retiré l'agrément de la fédération de cricket. Alors, je te laisse imaginer ce qu'ils ont dû faire pour ça. Ils faisaient des faux matchs, des fausses assurances, des idées-là. T'as un problème aussi à la fédération de savate. La fédération de savate, c'est 50 000 licenciés quand même. C'est pas non plus. Mais c'est des choses. Mais le ministère couvre tout, met tout sous le tapis. Personne ne va en parler. Les problèmes financiers de la Fédération française de football. Tout ce qui s'est passé dans les affaires. On a couvert des affaires d'abus sur mineurs. On n'a rien dit. Enfin, je veux dire, il y a quasiment rien eu au final. Quasiment jamais rien eu. Ça me surprendra toujours, quoi. Oui, Donc, ouais, en France, c'est quand même très. Comment je pourrais dire? laxiste. Bah, en fait, ça vient de l'État, quoi. Ça vient du ministère des Sports. Ministère des Sports, aujourd'hui, tu demandes à quoi il sert. Hmm. Et je parle vraiment, là, vraiment, je vais hors foot, tu vois. Mais je te pose juste un exemple. Quand j'ai un ancien cadre du ministère des Sports qui me dit au téléphone, mais Romain, ce président de fédération, il n'a pas le droit d'aller au Maroc parce qu'en gros, il s'est fait avoir avec des gamines à l'époque, et que tout le ministère est au courant. Oh, purée. Moi, je peux pas sortir le dossier parce que j'ai pas le papier. Lui non plus, il l'a pas. Mais il me dit, c'était quand même les discussions qu'il y avait au cabinet ministériel. Ouais, c'est chaud là. C'est. Mais tu te dis, mais attends, et t'en parles à d'autres, et tout le monde est au courant, mais personne. En gros, parce qu'il y a, voilà, je pense qu'il y a des papiers qu'on veut pas faire sortir, etc. Mais tu te dis, en gros, les gens mystères sont au courant de cette affaire, mais on ne dit rien. Tu dis, ok, d'accord. Pas mal, sympa, sympathique, Oh, sympathique. purée. Après, si même au-dessus ils font rien, Mais bien sûr qu'ils font rien. la justice peut Mais pas parce faire que si grand-chose non ça plus. gagne, ça passe. Hmm. Tu t'en fous. Et puis, alors, plus la fédération elle est discrète, plus ça magouille, hein. Oh, le canoë-kayak. De Ah ouais? toute façon, tu regardes, je l'avais annoncé. J'ai fait un livre, les livres noirs des Jeux Olympiques. Dans, j'ai annoncé, un truc qui était tout bête, que toutes les fédérations allaient connaître des énormes déficits. Parce qu'en fait, elles étaient gonflées d'argent public pour les JO. Et elles avaient dépensé sans compter, Mhm. au lieu de faire des réserves. Et regarde, hein, alors, les gens ils tapent sur internet. Ils mettent Fédération Athlétisme France déficit. Canoë-kayak. Il y a eu les problèmes à l'escrime. La lutte, qui était le plan de sauvegarde. Enfin, je veux dire, on a énormément de fédérations, là j'en oublie évidemment. Le tennis aussi qui a des soucis, mais l'athlétisme c'est majeur. L'athlétisme, je crois, c'est plusieurs millions d'euros.
qui manque. Les gens, ils ont qu'à taper. L'équipe avait fait une enquête dessus notamment. Donc tu te dis, il y a un problème dans le contrôle. Ça montre bien qu'il n'y a pas de contrôle. Oui, c'est. Ils font ce qu'ils veulent, quoi. Mais le problème, c'est que c'est l'argent public. C'est-à-dire, c'est le tien, c'est le mien. Mhm. Ça- Mais bon, les gens s'en foutent. C'est peut-être parce que c'est pas trop médiatisé pour le moment, et du coup. Que c'est pas médiatisé et que le sport, c'est du sport. Mhm. Et puis tant que ça gagne des médailles, regarde aux Jeux Olympiques. Je veux dire, il y a quand même des choses, moi, qui me laissent sans voix. Je dis juste ça, mais je crois que c'est la Guadeloupe ou la Martinique où le système d'eau potable, il n'est pas réparé. Et on a mis 1 milliard, je sais pas combien, pour la Seine, notamment pour les JO, quoi. Ouais, pour la dépolluer. Bon, Mhm. bon. C'est un Il y scandale avait, il y aussi, avait, hein. il y avait, il y avait pas d'autres endroits en France pour faire ça? Avec des cours d'eau un peu plus, tu vois? Mhm. Ouais, mais Non, mais je. c'est parce que c'est Paris. Et puis, Non, mais la propagande qu'il y a eu à l'époque, des deux côtés, d'ailleurs, parce qu'il y en a qui ont fait croire que c'était pire que ça et d'autres non, mais je veux dire, c'était pas clean à 100%. C'est mhm. une réalité. Une réalité. Il y a quand même eu quand même des soucis. Rappelle-toi le nombre de fois où les épreuves ont dû être décalées Ouais, parce que. avec les journées d'entraînement, etc. Parce que des fois, quand ça pleuvait et tout, je veux dire, parce que c'est par ego qu'on fait ça, par vanité. Mhm. Mais fallait dire non, non, tout va très très bien. Et à l'inverse, il y en a qui voulaient faire croire que c'était exécrable, c'était entre les deux. Mais vu l'investissement réalisé, tu te poses des questions, quoi. Quand à Tahiti, ils ont pété un moment donné du corail en voulant construire une grande tour en alu là, pour les épreuves de surf, wow, et que tu arrives à faire passer ça, Mhm. bah voilà. Et les gens gardent leur boulot. Moi, je trouve ça exceptionnel. Pareil, il y a eu le. Ils avaient commencé à faire pour le tir. Je crois que c'était à la Courneuve. Et puis ils se sont rendus compte que ça allait pas faire. Je crois qu'ils ont dépensé 6 ou 10 millions dans le vent. Ah non, en fait, on va les faire à Châteauroux. Ah ouais. Non mais, C'est après qu'ils tu vois, moi, réfléchissent, tout quoi. ça, ça me gêne vraiment, quoi. Mhm. Oui, c'est des décisions, on dirait que c'est pris à la légère, quoi. C'est complètement pris à la légère. Et puis tu touches pas. Et puis alors le foot, tu touches encore moins. Mhm. Après on dit ça, mais le rugby, attends, je crois que le rugby, on a beaucoup de clubs qui ont des problèmes. Tu prends le hand et le volley, c'est pareil. Le basket, nous on l'a alerté depuis des années ce qui se passait à Monaco avec Fedorichev, etc. Là on voit ce qui s'est passé. Donc voilà, c'est une situation généralisée. C'est pour ça que je veux pas dire uniquement c'est le foot, non, c'est généralisé. Faut voir les problèmes financiers et tout le nombre de clubs sportifs français qui tombent en faillite. C'est pas qu'au football. Oui, Ça devrait même nous interpeller, mais non. Non. mhm. Ouais, c'est scandaleux, quoi, hein. Bah oui, parce que qui paye au final, c'est les licenciés. Mhm. Et là, je te prends un exemple tout bête. Tu prends l'USM Saran. Alors, c'est pas un gros club, hein, c'est un club de National 3 en France, 5e division française au foot. J'ai le mail. Hein. Ils ont demandé aux parents de payer une double licence en fin de saison. Parce qu'en fait, ils ont explosé le budget de l'équipe première. Ils ont tout mis dans des salaires de joueurs d'équipe première. Ils ont créé un trou énorme. Et ils ont eu le culot de dire oui, mais en fait, si vous faites pas ça, si vous redonnez pas 50 euros, et ben en fait, ça garantira pas la licence de votre fils ou votre fille l'année prochaine. Oh. Et donc, il fallait faire ça. Et ils te disent que le 21 mai, ils allaient décider du prix de la licence l'année prochaine. Et que si tu payais pas avant le 20 mai, ça montait à 70 déjà. Juste la deuxième cotisation. Et la DNCG, hier, a rétrogradé Saran pour problème financier. Donc, tu Ouais. imagines le culot des dirigeants. Purée, mais c'est Mais, énorme. C'est. mais que tu lis le mail. Mais c'est en gros, on dit aux parents, bah ouais, vous devez payer 2 fois cette année. Parce qu'en fait, on a pété tout l'argent. Et ils essayent de faire passer ça pour garantir la licence de ton enfant. Mais tu imagines, tu es de Saran. Ta fille ou ton fils il fait du foot, t'en as deux, mais t'imagines tu reçois ça, surtout si admettons t'as pas beaucoup de moyens, Mhm. et après on te dit ouais on va discuter du prix de la licence l'année prochaine, donc tu dois payer une double licence cette année, et l'année d'après tu dois... Non mais c'est non, t'as un scandale. Mais c'est lunaire. Et ils te disent si tu le fais pas, t'es pas garanti d'avoir la licence. Donc en gros ils mettent des pressions, c'est presque un ultimatum et du chantage fait aux parents. Mais j'ai trouvé ça scandaleux. Mais Ça c'est. mériterait de se faire... Bon j'en ai parlé tu vois, mais j'espère que d'autres vont en parler, parce que ça c'est scandaleux. Et j'espère que Attends, la mairie elle donnait de l'argent à ce club là, mais moi je t'assure que je suis le maire. Ah bah dis donc, j'appelle le préfet immédiatement, je dis attendez, le procureur. Je dis là il a dû se passer des choses parce que c'est pas normal d'avoir fait un trou pareil. Est-ce que Ah, c'est un gros trou ou tu sais à peu près? j'ai pas le nom. Bah pour que la DNCG rétrograde immédiatement, c'est que Ouais. j'imagine qu'eux ils ont vraiment pas d'argent. C'est pas les seuls, hier la DNCG a rétrogradé 3 clubs National 3 hein, pour problèmes financiers. Je crois que depuis le début là, des premiers passages de la DNCG, il y a 5 clubs dans les divisions inférieures qui ont été rétrogradés. Et plusieurs vont couler. Avec des trous des fois jusqu'à 600 000 euros, comme à Wascal. Et c'est énorme pour un club de N3. Wascal c'est en N2, mais c'est de la folie quoi. Oui, c'est C'est de N2, la ouais. folie. C'est de Mhm. la folie.
Donc, et derrière qui paye? Les parents et le contribuable. Et Mais, si on médiatise pas ça, bah malheureusement ça va continuer. mais ils font comment? Ils ont des trains de vie de club de Ligue 1 ou ils font quoi? Bah, en fait, ils mettent tout dans l'argent de l'équipe première en espérant monter. Ouais. Surpaye, etc. Puis après, ils ont plus l'argent, donc des fois, il y a des retards de salaire, tout. C'est de l'inconscience. Voilà, de l'inconscience. Ton regard actuel sur le foot français? Bah, il y a des gens qui ont un peu anticipé la crise. Voilà, il y a quand même des clubs qui ont fait un boulot correct. J'aimerais mettre en avant Rodez. Rodez, ils font une saison exceptionnelle en Ligue 2. Mhm. Ils auraient pu passer contre Saint-Etienne d'ailleurs, hein, ils perdent au pénalty, hein. Ouais. Invaincu en 2026, Grande D. Le Red Star s'est bien restructuré. Ils font aussi playoff, c'est beau. En Ligue 1, on a Lens qui, avec moins d'argent et plus d'idées, a bien remis son projet. Donc c'est bravo à eux. Angers, Angers qui se remaintient avec le plus petit budget, avec le Havre, 2 années de suite. Bravo à eux. Tu vois, donc Mhm. il y a quand même, on fait quand même des choses. Le Havre a réussi à se maintenir 2 fois de suite, mais bon, c'est pas moi qui vais complimenter les propriétaires. Enfin, pas tous les propriétaires, certains des propriétaires. Ouais. Ouais, qui racontent beaucoup de eux à ceux qui ont l'argent, et c'est un peu triste. Mais voilà, t'as Lille, alors je suis pas grand fan d'Olivier Létang sur son côté interventionniste, mais quand même, il a réussi à bien comprendre la nouvelle réalité économique du foot français, contrairement à d'autres. Donc il y a quand même des clubs qui te montrent qui peut faire quelque chose de correct. Je pense aussi qu'en Ligue 2, t'as qui d'autre qui fait un travail relativement correct. Euh, Bon, le Mans, j'ai pas assez d'infos, je pourrais pas te dire comment ça bosse. Mais par exemple, tu prends même le propriétaire de Brest, donc qui souhaite vendre le club, mais c'est pas quelqu'un qui a fait n'importe quoi avec l'argent. Donc, t'as ça, puis t'as tous les autres qui comprennent pas. C'est-à-dire qui disent, bah, on va vendre le club, on va vendre des joueurs, et qui, voilà, qui gardent des clubs délaissés comme Amiens qui tombe, Valenciennes. Oh, j'en ai tellement que je pourrais. Nantes, évidemment, qui tombe très logiquement en Ligue 2, au final, mhm. ça surprendra personne. Saint-Etienne, qui est pas fichu de terminer dans les 2 premiers en Ligue 2 avec un budget digne du PSG en Ligue 1. Enfin, je veux Ouais, dire, tu vois, si on devait comparer. ils ont le plus gros budget de Ligue 2. Mais je crois qu'ils ont dépensé en transfert 90%. Je crois que si tu prends tous les transferts Ligue 2, je crois que 90% des achats, c'est Saint-Etienne, en valeur. Ah oui. Il faut imaginer, quoi. C'est pour terminer troisième. Mm. Oui, Waouh! c'est un peu un C'est comme si scandale. le PSG termine troisième, en fait. Que tu ne sois pas champion, ok, mais pas dans les 2 premiers, que c'est Le Mans le premier qui monte à ta place. Mhm. T'as pas honte? Tu perds à Bastia, j'ai du respect pour Bastia, c'est pas la question. Mais en fin de saison, dans les matchs aussi importants, bah dis donc. Mais Le Mans Donc, d'ailleurs, ils ont pris des joueurs en R1, il me semble, R1 et N3, et le coach il a pu faire pour que ça matche. Grande D. Grande D, Mm. mais tu vois, j'ai pas beaucoup d'infos en interne, je pourrais pas dire comment ça se passe. Mais voilà, après le foot français, c'est toujours les mêmes personnes dans les instances. T'as un nombrilisme fou. Et puis on vient encore au-dessus de ses moyens. Tout le monde vit au-dessus de ses moyens. La Fédé, maintenant, qui avant gagnait de l'argent, maintenant elle commence à en perdre beaucoup. La Ligue, qui a un train de vie démesuré. Les clubs. La DNCG, qui est une blague. Enfin, la DNCG n'est pas une blague. C'est très bien à la base, mais le problème, c'est que c'est politique. Et qu'elle Mhm. n'est pas indépendante. Donc aujourd'hui, il y en a qui y croient, mais c'est comme ceux qui croient au Père Noël. Ça n'engage que. Et la crise des droits de télé, tu penses qu'elle est plus grave qu'on le pense ou elle est plus grave qu'on ne le croit ou Bah, ce qui est grave, c'est que, je veux dire, bon, je suis pas le seul. C'est un mec comme Pierre Maes qui avait aussi annoncé qu'un spécialiste des droits TV en France. Mais moi, depuis Mediapro, j'alerte. Les gens peuvent retrouver. Quand Mediapro signe, je fais une vidéo en disant, bah, Mediapro, ça va pas le faire. Ils venaient d'être dégradés dans leur notation par les agences de notation, il y avait des problèmes de trésorerie et tout. Je me dis, Mediapro, DAZN et tout ce qui s'est passé, je veux dire, je suis pas Madame Irma quand même. Je Mm. joue un peu les yeux. Et je suis pas le seul, hein, Pierre Maes et d'autres. Si on l'a annoncé avant, en expliquant tout ce qui allait pas, et que les mecs qui sont à l'intérieur du système, c'est leur argent quand même, les propriétaires, n'aient pas été fichus de le voir et continuent à ne pas le voir, Mm. en se disant on va trouver une solution, avec les mêmes personnes qui les ont mis dans le mur, tu sais que je te dis, parce que ce sont des gens intelligents quand même, c'est des mecs qui ont fait fortune, qui ont un cerveau, qui ont fait des entreprises. Mm. Et je veux dire, Vincent Labrune est toujours président de la Ligue. Lui, il a été réélu il y a pas longtemps là. Grande, ben grande, mais moi je lui dis grandissimo. Mm. En fait, tu mets ça dans un autre secteur d'entreprise avec un bilan pareil, les mecs ils gardent leur poste, ben tu lui dis bravo. Tu prends par exemple De Taverneau. De Taverneau, il se fait passer pour le beau rôle. De Taverneau, c'est quand même lui qui arrange la vente de Bordeaux à GACP.
qui a commencé la descente des enfers du club. Il va à la Ligue, c'est une catastrophe, etc. Il va à la Ligue pour pacifier avec Canal, ça va pas du tout. Et là maintenant, tout de suite, il rebondit, il devient président du conseil d'administration du Stade Rennais. Eh ben, grande le mec. Oh, purée. Ben bravo. Le mec, il se recasse de partout. Je suis fait admiratif. Et pour les droits TV, en tout cas, ça va être horrible. Déjà, cette année-là, elle était horrible. L'année prochaine, elle sera pire. S'il n'y a pas de solution trouvée. Et il n'y aura pas de solution trouvée tant qu'on aura malheureusement les mêmes personnes à la tête de cette institution. Je veux dire, ça ne marche pas depuis des années et on continue avec le même système. Et croire que ça va marcher, faut être Ouais. extrêmement naïf, je pense. Pour toi, c'est quoi le club français qui t'inquiète le plus aujourd'hui? Pas niveau sportif, mais niveau gestion. Il n'y a pas de situation comme l'année dernière où Martigues et Ajaccio, ils avaient un trou financier énorme et ils ne pouvaient pas le boucher. Ils avaient des retards de paiement sur certains fournisseurs et tout. Des dettes. Cette année, tu as Clermont, mais Clermont, comme j'avais annoncé, Clermont, il va vendre, il veut pas mettre l'argent à la DNCG. Donc ils vont vendre, je pense, Clermont. À voir à qui. Le groupe en question qui doit racheter le club, je n'ai pas assez d'informations aujourd'hui, donc je ne veux pas en parler. Le Havre, ils disent qu'ils vont remettre, parce qu'il y avait il y avait des retards de paiement, au Havre, des retards sur des fournisseurs, etc. quand même. Donc il faut une augmentation de capital de 18 millions, parce qu'il y avait un trou de 18 millions quand même. Et là, ils doivent remettre encore plus pour prévisionner le prochain déficit et donner un peu de moyens. C'est ce qu'ils disent. Ils l'ont jamais fait, donc pourquoi pas maintenant. Mhm. Mais Le Havre, comme j'avais dit, ils ont un ou deux dirigeants qui sont vraiment très mauvais. Ils sont vraiment, tu sais, c'est vraiment les mauvaises herbes, quoi. Ouais. Donc est-ce qu'ils vont les dégager? Parce que c'est voilà, ce qu'ils ont fait notamment aux Émirats Arabes Unis dans le club qu'ils avaient à Dubaï, je peux te dire que c'est vraiment pas propre. Ah bon? Ah bah non, ils ont abandonné les mecs du jour au lendemain presque, hein. Dans des baraquements, etc. et tout, enfin c'est immonde. Le club qu'ils ont en Espagne, les Ganes d'ailleurs, c'est une catastrophe aussi, hein. Ils sont dans les derniers de la deuxième division, ils se maintiennent très juste, je crois. Mais bon, ils disent qu'ils vont remettre, donc on va attendre de voir. Après, en termes de gestion pure, Amiens, mais ils sont tombés. Mhm. Valenciennes, vu son directeur général, tant qu'il restera là, je veux dire, Valenciennes c'est un gâchis surtout. Nantes, ils tombent logiquement. Ça fait des années qu'on alerte, hein. Oui, après, Kita. Nice, c'est un désastre, mais bon, Monsieur Radcliffe, on peut rien lui dire, il a raison sur tout, donc bah, c'est bien, bravo à lui. Euh, Monaco, c'est un désastre. Le directeur sportif de Monaco, Scuro, il soit encore en poste, je sais pas comment il fait, mais là franchement, c'est un tour de magicien. C'est Gérard Majax qui est de retour. Ça, c'est prédigitateur, Scuro, au grande. Ils ont changé de coach là d'ailleurs. Il me Ouais, semble. ouais, Philippe Eloy, c'est le directeur Mhm. sportif, reste en place, c'est exceptionnel. Vu son bilan, c'est exceptionnel. Je précise, c'est un directeur sportif dont la spécialité n'est pas le football. C'est Ouais, un concept. un peu moyen. Euh... Quoi d'autre? Je réfléchis. En Ligue 2, t'as quand même des clubs, moi, qui m'inquiètent, hein. Pau, ça va mal se terminer, cette histoire. Ouais. Bah déjà, quand tu rappelles le directeur financier de la C Ajaccio qui s'est fait suspendre par la fédération pour transmission de faux documents, Ah oui, ouais. alors je sais que la première sanction était suspensive, parce qu'il a fait appel, mais enfin quand même. Tu fais venir la bande de l'ACA qui a coulé le club de la C Ajaccio, tu te poses poser des questions quand même. Hmm. Donc ouais, en termes de gestion, je rappelle que le club de Pau a été condamné de multiples fois aussi par les tribunaux, hein. Sur les conditions de travail, je crois qu'il y avait des faux certificats de travail, enfin des trucs, voilà, les gens peuvent retrouver, c'est quand même un club, bon. Donc ouais, il y a des clubs comme ça, et après en national, t'as plein de clubs où je suis très inquiet. T'as le club de Nancy aussi, hein. Le propriétaire, il pense que c'est Florentino Pérez Prime. Ok. Bon, c'est triste parce que c'est un beau club. Hmm. Châteauroux, inquiet. Mais là, je te dirais que le pire, c'est Bourg-Perona. Bourg-Perona, vu le rachat qu'ils ont fait là, racheté par les mecs qui ont quasiment coulé Beauvais, ah, je me dis grande nez là. C'est que vraiment, ils avaient tellement pas d'argent, c'est ce que je disais, hein. Ils ont pris la première offre pour remettre Sébastien Piocel, directeur sportif, vu ce qu'il a fait à Beauvais. Alors là, ça dépasse l'entendement. Tu penses Donc ouais, il y a que. beaucoup de clubs de division inférieure qui vont mal. Bordeaux va très mal. Mais d'ailleurs, eux, il n'y avait pas une histoire comme quoi ils pouvaient être repêchés. Non, 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 ils sont pas euh, repêchés. Ils sont pas dans les meilleurs, ils sont pas meilleurs deuxièmes. Il faudrait que trois clubs coulent avant, mais non, ce sera pas le cas. Puis Bordeaux a une interdiction de recrutement, hein. Ils ont, Alors je sais pas, parce qu'ils n'ont pas payé les transferts en fait. ils doivent 9 Donc la millions, FIFA je a crois. prononcé. Non, là, Minimum. ils ont besoin de 9 millions pour passer la Ah DNCG oui. cet été juste. Ah, ouais. Donc bon, Bordeaux à terme, je rappelle qu'en fait les interdictions de recrutement, c'est même pour les jeunes. Déjà, la FIFA va pas changer ses règlements pour Bordeaux. Boavista a vu les mêmes problèmes. On Mhm. a vu ce que ça a donné. D'ailleurs, c'était le même propriétaire.
New York, ce qui coule New York complètement, c'est l'interdiction de recrutement et d'enregistrer de nouveaux joueurs. C'est ça qui va couler complètement le club et l'association. Qui était déjà mort, hein, quasiment. Donc, Hmm. gros souci pour Bordeaux aussi à ce niveau-là, quoi. C'est triste, tu vois, on parle de très beau club. Ouais, c'est un grand club, hein, Bordeaux, c'est un monument. Et Bordeaux a perdu 3 ans. Bah, tu vois, tant que ce système restera avec les mêmes personnes, bah, malheureusement, ça ne changera pas. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'on laisse les mêmes personnes acheter les clubs, ou même, par exemple, Oui, Gérard Lopez, il a une écurie de Ferrari, je sais pas combien de clubs, et ça se passe mal, ouais, et on leur sûrement. laisse le droit de... La DNCG a le pouvoir de sanctionner certains dirigeants à un moment donné, elle le fait pas. Mais après, la DNCG a pas non plus beaucoup de pouvoir sur les rachats, elle peut pas. Ils avaient mis une amende à Niort à l'époque parce qu'ils avaient pas transmis les documents financiers, je crois. C'est la seule fois que j'ai vu ça, et tu te doutais que ça allait couler, et ça a coulé après. Mais le problème, en fait, c'est que la DNCG, non seulement elle n'est pas indépendante, parce que pour donner un exemple, les membres de ces commissions, en fait, sont mis par la Fédération française de foot et la Ligue notamment. Comment Hmm. tu vas être indépendant déjà avec ça? Le président est voté à la Ligue aussi, donc c'est ridicule. Qui les paye aussi? Bah, en fait, tu te rends compte, c'est les gens du foot. Ah, mais on est indépendant, ouais, d'accord. T'es tellement indépendant que le président de la DNCG, il a demandé plus ou moins au Paris Saint-Germain pour récupérer sa fille. Tu vois, sa fille, elle a obtenu un stage et un travail au Paris Saint-Germain, quoi. Ah oui, Non, mais, excuse-moi. ouais, c'est... Non, mais, ça devrait être. Enfin, comment ça peut passer déjà? C'est pas le problème avec le PSG qui. Non, en fait, c'est juste le conflit d'intérêts. Tu peux pas commencer à faire genre de mélange de genres. Tu peux pas. Tu te rends compte que le patron de la DNCG, le cabinet pour lequel il bosse, c'est aussi le cabinet de plusieurs clubs de Ligue 1. Ah bon? Tu te les comptes. Je Ouais. savais pas ça. Moi, ça me pose un problème. Deloitte. Ça me pose un souci, mais bon. Et en fait, le problème, c'est que la DNCG, elle a pas de pouvoir surtout. On fait croire qu'elle a du pouvoir, mais elle peut pas. Elle peut pas regarder les deux principales rentrées d'argent du football, qui sont les transferts et les droits TV. C'est pas dans ses prérogatives. Tu te rends compte que c'est un organe de contrôle qui a pas le droit de regarder les deux principales sources d'argent des clubs. Pour ça, je te dis, ça engage que ceux qui y croient, comme le Père Noël. Donc tant qu'on n'a pas une vraie instance solide qui a le pouvoir politique de faire les choses et qui est vraiment indépendante, bah tu auras le même système. C'est ouais, c'est lunaire aussi ça, hein. C'est vrai. C'est elles ont aucun droit de regard sur les rentrées d'argent de droits télé quoi et ouais, Et surtout sur les transferts. Hmm. Ouais, Donc voilà. c'est pas trop. Seule la direction juridique de la Fédération française de football a le droit. Et à l'époque, c'était dirigé par le totémique Jean Lapère, qui est resté plus de 30 ans, qui d'ailleurs avait été traduit en justice pour parjure lors de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, bah, il est en retraite maintenant, Hmm. mais la fédération ne se mêle jamais quasiment de ça. C'est là où, réellement, si on parle de corruption dans le foot international, c'est les droits TV et les transferts. Et c'est deux choses aussi que la DNCG ne peut pas regarder. Et que la Ouais. Fédé dit, ah, on regarde. Ouais, pas besoin d'expliquer ce qui se passe quoi, dans les dossiers. Et pour toi, est-ce qu'un jour on pourra rivaliser à nouveau avec les grands championnats européens Non, financièrement? Non? non, non. Bah non, parce que la première ligue, c'est une super ligue elle-même aujourd'hui. Hmm. Personne ne peut rivaliser avec la première ligue. Je crois que Burnley a touché 120 millions d'euros de droits TV l'année dernière. Mais c'est plus Donc que voilà. nous, plus que le Non, mais c'est premier. pour donner un indice. Je sais pas, mais le dernier de Ligue 1 cette année, est-ce qu'il touche 4 ou 5 millions? Je sais même pas. Je sais même pas s'il va les toucher. Ouais, c'est peu, hein. Voilà. Avant, les clubs touchaient des fois 15 millions, 20 millions. Bah, aujourd'hui, tu t'enlèves tout. Donc voilà. L'année prochaine, un club de Ligue 2 n'est même pas sûr de toucher 1 million d'euros de droits de TV. Ah ouais, Il y a c'est 2 3 ans, 3 4 ans, il touchait entre 3 et 4 minimum. Sauf que là, on parle, tu vois, pour des petits budgets. Par exemple, pour Rodez, pour Pau, pour Annecy, tu vois, c'est un peu compliqué. Pour Rodez, c'est un club qui tenait toujours son budget, mais d'un coup, tu as 1 million à 2 millions de moins. Il faut les trouver, c'est pas évident. Tu vois, c'est pas comme c'était des milliardaires qui avaient toujours les clubs. Et en Ligue 1, on a énormément de baisse. Donc non, financièrement, là, c'est très compliqué. Le foot français, surtout, avec au-dessus de ses moyens. Et je rappelle aussi qu'avec le deal de CVC, qui a donné de l'argent cash pour sauver les miches du foot français, en contrepartie, ils ont hypothéqué 13% de leurs droits TV à vie. Donc tu as 13% déjà minimum, parce que des fois c'est plus, hmm. qui partent. Directement, Donc ouais. non, ouais, dans ces conditions, on ne pourra pas. Et puis, l'Allemagne est un modèle beaucoup plus stable, et à la Ligue, ils se foutaient du modèle allemand. Ah, ils ont rien compris, ils peuvent pas autoriser les actionnaires étrangers, etc. Mais non. L'Allemagne est un modèle beaucoup plus sain, ça n'empêche pas des défaillances aussi, que le modèle du football français, malheureusement. En fait, le modèle du football français, c'est en fin d'année, il y a des trous, et on espère que l'actionnaire, il mette de l'argent.
Et Mais ça si peut le pas jour, à un aller. moment donné, l'actionnaire, il dit je mets plus, bah, il se passe quoi? Je te donne un exemple tout bête. Le FC Rouen, qui est en National 1, Mhm. a passé la DNCG l'année dernière. 60% des revenus annoncés dans les budgets dépendaient du propriétaire. C'est-à-dire que le propriétaire devait mettre, personnellement, à perte, hein, Mhm. 60% des revenus du club. C'est énorme. Et à un moment donné, si le propriétaire il en a marre, tu fais quoi? Bah, le club il est mort. Tu vois, c'est un modèle qui n'est pas viable à long terme. Mais admettons, par exemple, Sochaux, qui monte de National à Ligue 2. Ouais, Euh, ça va pas changer grand-chose. ouais, c'est pareil, il y aura quasiment. Ils vont prendre un peu de droit TV, donc peut-être 1 million. Sauf que la masse salariale elle va augmenter. Mhm. Les frais vont augmenter. Sécurité, etc. et tout. Mais d'un autre côté, tu dis qu'il y aura un peu plus de partenaires. Donc ça va augmenter un peu des ressources. Et tu augmenteras également Bonal, j'imagine aussi. Mhm. L'affluence, etc. et tout. Mais aujourd'hui, il y a quasiment. Bon, le National 1, c'est un mouroir financier. Mais la Ligue 2, est-ce que c'est pas un mouroir financier aussi aujourd'hui, tu vois? En fait, ils vont devoir monter avec un budget national. Ouais, ça va pas être simple, quoi. Je pense que. Ça va pas être simple, mais il y a plein de clubs comme ça. Après, regarde Mhm. Le Mans, hein. Oui, bah oui. Et je veux dire, être promu, c'est. Aujourd'hui, il y a très peu de différence entre le bas de tableau Ligue 2 et le haut de tableau national. On l'a même vu sur le barrage entre Laval et Rouen. Où Rouen perd 2-1 parce que surtout c'est une expulsion dès le début de match Ouais. à Laval. Donc il y a des possibilités parce que je vais même te dire, en National 1, tu as des clubs qui ont plus d'argent que des clubs de Ligue 2. Valenciennes, en termes de salaire, tu prends Bagdadi par exemple qui était à Sochaux la deuxième partie de saison. Mhm. Sochaux était incapable de payer l'intégralité. Ils ont payé juste le fixe mais pas les primes, ils n'avaient pas les moyens. Bagdadi, ce qu'il a pris à Valenciennes, il y a peut-être allez, 6 à 8 clubs de Ligue 2 qui peuvent mettre ça. Ah ouais. À Valenciennes, ils ont mis des salaires l'année dernière, c'était paranormal. Ils perdaient 1 million par mois, Valenciennes, hein, d'ailleurs, hein, t'imagines? Ah, c'est énorme. Ça n'a aucun sens. Mais ça n'a aucun sens. En national. Euh, Évidemment. Et sauf que l'année prochaine en national, t'as Caen qui a l'air enfin de faire des bons choix, enfin. Mhm. T'auras Bastia, mais Bastia va essayer de couper les coups, ça va être compliqué, mais ça reste Bastia comme ça, ce Sporting, je parle en termes historiques. T'as le FC Rouen qui est un club historique, qui a un vrai bassin de fans, etc., avec un propriétaire qui va remettre finalement. T'auras Valenciennes, même s'ils vont baisser un peu le budget, qui est quand même un budget correct. Versailles aussi, Je veux dire, qui vont être tu me dis compétitifs. qui? Versailles, je pense, ils vont être compétitifs aussi. Ouais, mais pareil, Versailles, ils ont aucun revenu en fait. Le propriétaire, il doit mettre chaque année 3 ou 4 millions de sa poche, je pense, tu vois. Mhm. Ça, Fleury qui essaie d'être compétitif, Le Puy, c'est des petits clubs intéressants, Concarneau aussi. Mais je veux dire, t'as quand même un minimum de compétitivité. Tandis qu'en Ligue 2, t'as énormément d'écart en fait. T'as des clubs qui n'ont pas trop de structure, et t'as des clubs, bah, au contraire, qui ont beaucoup de moyens. Il n'y a pas que Saint-Etienne, hein. Je veux dire, Reims, Montpellier, c'est des clubs quand même qui avaient de l'argent. L'année prochaine, on aura Metz. Mhm. Metz, ils sont habitués. Nantes, qui va vouloir remonter. Mais bon, regarde Montpellier et Reims, ça disait qu'ils allaient remonter. On a vu ce qui s'est passé, hein. Tu te rends compte que des 3 relégués de Ligue 1 l'année dernière, peut-être aucun va remonter, parce que Saint-Etienne s'est suspendu au barrage face à Nice. Après, la Ligue 2, c'est un championnat qui est très compliqué, hein. Euh, Ouais. Et sauf- oui, et regarde, Amiens qui est descendu, c'est pas le plus petit budget, hein. Ah, de loin, hein. Mhm. De loin. Amiens sera un gros budget aussi en National 1. Tu vois, Amiens, je pense que je serais pas étonné, tu vois, Sochaux, l'année prochaine, Sochaux en termes de budget, ouais, ce sera comme Laval, Pau, Rodez, Annecy. Mais regarde Rodez, Oui, regarde Rodez. ils ont fait une belle saison. Et parce que ça bosse bien, hein, c'est Mhm. tout. Pas compliqué, hein. Mhm. De toute façon, Ça bosse intelligemment. il n'y a pas de mystère, hein. Exactement. Et justement, la création de la Ligue 3, euh, pour toi, ça va changer quelque chose ou c'est juste un naming qui va rien changer, quoi? Quel est le problème du National 1? C'est le modèle financier. Mhm. La Ligue 3 ne le change pas. La Ligue 3, ce qu'elle va faire, en gros, pour que les gens comprennent, en National 1, tu as des clubs qui ont le statut professionnel et d'autres qui ne l'ont pas. Ceux qui ont le statut dit amateur, la fédération leur donne une indemnité chaque année de 350 000 euros. Et cette année, la fédération va donner une indemnité de 450 000 au club, même professionnel, Mhm. qui vont prendre dans le budget amateur d'ailleurs, c'est génial. Ouais. Ils vont prendre dans le budget du football amateur pour des clubs pro, donc à Caen, Valenciennes et tout. Bon. Valenciennes perdait cette année 1 million par mois. Tu leur donnes 450 000 de subvention en une année. Est-ce que ça change le problème? Non, Non. ils font. Ouais, ouais. Tu prends Sochaux et Dijon. Sochaux, je crois qu'ils ont un 3 annuel de 3 millions. Je crois que c'est 3 millions de déficit à peu près. Et Dijon, ça doit être pareil. Est-ce que 450 000, alors oui, c'est bien, mais ça va pas te changer la vie. Ah bah non.
Et en fait, il y a pas on n'a toujours pas changé de modèle économique. Ah oui, ça va être diffusé sur Ligue 1+. Ok, cool. Mais Ligue 1+, ils vont te donner quoi? Bah, zéro. Et ils vont Mm. prendre en charge la production, mais il y a des gens qui vont devoir payer la production. Tu vois, donc bon, Et, ça, il y a des idées correctes, la licence, ce que tu veux, mais bon, au final, ça va pas changer le cœur du problème qui est le modèle économique. et en plus, il me semble qu'ils ont mis les matchs le jeudi soir, je crois. Il y a des matchs, ouais. Mais ils ont Ça aucun va être. respect pour les supporters. C'est, Ils ont aucun respect pour les supporters. Aucun. c'est un truc de fou, quoi. Malheureusement, oui. Il n'y a pas que des mauvaises idées, mais sur la principale chose de la N1, c'est le modèle économique. Et pour le moment, tu n'as aucune réponse à ce sujet-là. C'est vrai, c'est. En fait, je sais pas comment ils vont finir par s'en sortir. Ils veulent professionnaliser, mais si il n'y a pas de budget, il n'y a rien, ça peut pas. En Bah, fait, parce que le ça tient pas problème trop des debout. clubs, les gens vont dire, mais il y a des structures à prendre, ça coûte cher. Mm. D'entretenir un stade, un centre d'entraînement, surtout que c'est un centre de formation, tu fais comment en national? Tu peux pas. Donc ça veut dire quoi? Tu dois le fermer? Tu mets des gens à la porte? Enfin, c'est super compliqué en fait. Et en fait, d'autre côté, tu as des clubs comme Villefranche qui n'ont pas vraiment de structure. Donc en fait, ils peuvent se. En fait, les clubs du National 1 qui peuvent survivre, c'est les clubs comme Villefranche, comme Concarneau. Concarneau commence à avoir un peu plus de structure. Mais des clubs en fait qui n'ont pas réellement. Tu vois, il y avait Avranches aussi à l'époque qui pendant des années était en national. Des clubs comme ça en fait, qui vivotent, qui n'ont pas 50 000, qui ont un peu d'aide des partenaires locaux, etc. Mais tu vivotes. Ouais, Mais quand tu as des structures, tu vas pas les changer. Genre, quand ils vont pas casser leur stade. Ça coûte cher en fait, les coûts d'entretien et tout. Et le problème, il est là. ouais, c'est. Alors, on va changer un peu de sujet. Est-ce que tu as regardé le reportage sur Netflix sur l'équipe de France? Euh, Si oui, qu'en Non. penses-tu? T'as pas regardé? Non, mais on m'a expliqué et les deux choses que moi j'ai dit et que je vais redire, euh, qu'elles sont très très simples. C'est qu'on omettre le contexte médiatique de l'époque, il fallait le faire quand même, hein, et le traitement médiatique, qui était toxique déjà depuis des années entre l'équipe de France et les journaux et les médias en général. Mais enfin, si l'équipe fait pas une mensongère, t'as jamais ça. Ça aurait été intéressant de savoir comment l'équipe titre ça. Pourquoi l'équipe titre ça? Parce qu'ils ont titré ça, c'est qu'il y a des gens qui leur ont dit que ça s'est passé. Mhm. Mais ces gens-là leur ont menti. Parce que c'est pas l'insulte exacte, la deuxième en tout cas. Non. La première, elle est vraie, va te faire machin. En gros, c'est va te faire machin, toi et ton équipe de merde. En gros, c'est ça qu'il a dit. Mhm. Mais pas sale fils de. Tu imagines la différence quand même. La Mais différence, elle est c'est. énorme. Ouais, bah oui, y a rien à voir. Mais ça aurait été intéressant de savoir pourquoi l'équipe prend cette décision. Comment ils la prennent en conférence de rédaction. Et éliminer cette partie sur le traitement médiatique et l'erreur énorme de l'équipe. Parce que si l'équipe fait pas cette une, t'as jamais ça derrière. Hein. Naïstan n'existe pas. Mais ça a été C'est géré bizarrement, en fait, j'ai l'impression. Oh, mais de toute façon, regarde, il y a un autre point qui n'est pas venu. C'est pourquoi Domenech est là en 2010. Domenech est là en 2010 après le fiasco de 2008. Parce que Escalette, le président de l'époque, qui est issu du milieu amateur, voue une sainte horreur à ce qu'il appellera le lobbying de France 98 pour essayer de placer Deschamps. Mhm. Donc en fait, ils gardent Domenech parce qu'ils l'ont sous la main globalement. Parce qu'en fait, ils ont tout fait pour s'opposer à la dite professionnalisation du football, etc. Le France 88, c'est les pros qui vont récupérer la Fédé. Il y avait cette opposition amateur-pro à la Fédé à l'époque qui était très importante. Et ça aura la tête d'Escalette au final, parce que tu remarqueras que derrière, c'est Le Gret qui reprendra, Le Gret issu de la finale du Monde Pro. Mhm. Mais c'est qu'en fait, ils gardent Domenech pour des comptes politiques. Et Gérard Rouillet aussi fait garder Domenech, faut pas oublier à l'époque. Hein. Voilà, c'est tout. Hein. Et ils lui disent à l'époque, oui, il prendra des cours de communication. Mais Domenech ne tenait pas son truc. Et en fait, la Fédé était en roue libre. Et la Fédé, c'est juste par un calcul politique pour empêcher les autres, pour une quête de pouvoir, pour garder le poste, qu'on va pas prendre Deschamps. Et qu'on garde Domenech pour ça. Et que c'est absent. Qu'en fait, Domenech, c'est un concours de circonstances qu'il soit là en 2010. C'est un Ouais. concours de circonstances politiques pour les gens de la fédération et leur poste. Donc c'était déjà la roue libre. Et que ça soit pas évoqué, c'est quand même un peu fort le café, tu vois. Ça aurait permis aux gens de comprendre qu'encore une fois, et c'est ça que je me bats toujours, ce sont des systèmes, c'est jamais une personne. Quand il y a quelqu'un qui est en poste, c'est que quelqu'un d'autre a un intérêt à le mettre là. Parce qu'il peut le contrôler, etc. C'est pas une menace. Ou pour une autre truc, je vais le mettre lui pour bloquer l'autre, parce que l'autre, potentiellement, ça va être dangereux pour mon poste. Mais c'est exactement ça. Donc en fait, s'il n'y avait pas eu ces calculs politiques et d'élection, et ben Domenech n'aurait jamais été là en 2010. Donc on n'aurait pas eu National non plus. Ouais, c'est vraiment. C'est un peu du piston aussi, du coup. Mais il n'y a que ça, c'est la Ouais, politique. Mais c'est la ouais. politique, le sport. Tout est politique. Du coup, est-ce que pour toi l'équipe de France est dans de bonnes conditions actuellement pour faire un bon mondial?
Écoute, l'ambiance en équipe de France s'est vraiment améliorée dans des derniers rassemblements. Avant, il y avait des tensions, des non-dits, ça allait pas, ils allaient dans le mur. Le fait que Deschamps, tout le monde sait que c'est sa dernière, ça a apaisé aussi, parce qu'il y en a qui étaient lassés. Mhm. Donc, il a bien repris. Alors que je te dis, il y a un an et demi, ils allaient vraiment dans le mur. Euh, D'ailleurs, on a vu ce qui s'est passé tu sais, avec la retraite de Griezmann, etc. Est-ce que c'est lié, voilà, il va choisir Mbappé. Parce que tu sais, il y a beaucoup d'histoires d'ego. Maintenant, il faut arriver à trouver la bonne formule sur le terrain, mais les joueurs et tout, ils sont pas une espèce de pacte, comment dire, mais l'ambiance est beaucoup moins tendue, donc ouais, c'est bien. Par contre, il y a une guerre entre Didier Deschamps et le président de la Fédération française de foot, quoi. Ah ouais, avec Diallo? Ouais, parce que Diallo a fait fuiter Zidane, tu te doutes bien, vu la rivalité entre Deschamps et Zidane, puis c'est pas très respectueux pour Deschamps non plus. Et là, il y a le problème de l'hôtel, parce que la Fédé a réservé un hôtel de 273 chambres. Mhm. Donc ils vont payer pendant un mois 273 chambres. Ça va coûter quasiment 10 millions de dollars, je crois. Wow. Donc Et c'est Diallo dit en privé que ça lui coûte pas un bras, ça lui en coûte deux. Et en fait, on commence déjà à dire en privé, s'il y a un problème, hein, en fait, c'est Deschamps, tu vois. ouais, Alors que c'est pas vrai, la fédération a refusé tous les hôtels proposés par la FIFA. Et le pire, c'est que la FIFA, dans les hôtels qu'ils te proposent, ils prennent en charge 50 chambres. Bah là, ils prennent même pas en charge ça. Et la Fédé, il y en a des problèmes d'argent. C'est pour ça que maintenant, ils veulent renégocier les primes avec les joueurs. Mais d'un autre côté, tu prends un hôtel où il va y avoir à peu près 180 à 200 chambres de vide pendant un mois que tu payes. Plein pot. Mais qui gère ça? ouais, c'est quoi ces décisions? Ben voilà. Non, mais le foot français est en train de crever. Et les mecs, ils vont dépenser des millions dans des chambres vides pendant un mois. Purée. Mais par contre, le sportif va bien. Enfin, tu vois, les mecs, ça s'est apaisé et tout. Donc maintenant, voilà. À eux de gérer sur le terrain. Oui, c'est sûr. Mais je trouve ça aussi lunaire qu'ils réservent un hôtel. Bon, en fait, ils le privatisent, quoi. De Ouais, c'est ça. 270 chambres pour. C'est c'est ouf, Ben quoi. ouais, ouais. 273. Et il y a quelques personnes qui vivent à l'année, donc là, ils ont 260 chambres à payer. Mais tu imagines le degré de folie? Que tu privatises un hôtel, même s'il a 80-100 chambres, allez, t'en as trop, machin, mais ok. Mais 273, Ouais, c'est trop. mais tu vas balancer des millions pour des chambres vides pendant que des clubs sont en train de mourir. Mais tu vois, c'est pour ça que moi ça me révolte. Ça, c'est révoltant. Mm. Dans un monde normal, ça, c'est un débat national. Oui, normalement. Et tu vas te dire, il y a plein de journalistes qui ont l'info, hein. Pas le seul à avoir publié, hein. Là, on va Mm. l'écrire dans Blast aussi, mais tout le monde est au courant, hein. Il y en a qui essayent de le justifier. Et tu veux pas justifier ça, c'est injustifiable. Bah ouais, non. C'est Et Diallo l'a dit en off à certains journalistes, je le sais. Ça me coûte pas un bras, ça m'en coûte deux. Mais tu vois, si en gros tu publies, ah, on veut pas déstabiliser l'équipe de France, non, c'est pas déstabiliser l'équipe de France, les joueurs ils ont rien à cirer de ça. C'est juste qu'à un moment donné, les dirigeants ils doivent répondre de leurs actes. Mhm. Oui, Donc prendre il y a de. quand même il y a quand même plus de 2 millions de licenciés aussi, hein. Ouais, moi je serais licencié FFA, je serais révolté d'entendre un truc pareil, tu vois. Ouais, faut qu'ils prennent un peu aussi leurs responsabilités, quoi. Tu vas Qui. balancer des millions dans des chambres vides. Mm. Magnifique. Et le foot français est en train de mourir financièrement. Et Mm. après on dit on n'a pas d'argent pour mettre par exemple le VAR en Ligue 2 ou je sais pas quoi, tu vois. Mm. Mais t'as de l'argent pour payer des chambres vides. Bon, c'est pas mal. Ouais, Un c'est. beau sens des priorités. Purée. C'est n'importe quoi. Ouais, Romain, je vais te poser deux trois questions du chat. ok. Alors, j'ai une question de Poulette Béante. Salut Romain. Pour rebondir à l'OM à propos de Bob Taïri et Zarak, ça sent juste le règlement de compte à coup de lettres anonymes et probables fausses accusations pour dégager les potes de Benassia. Il faut pas oublier que Benassia avait viré les dinosaures du club et que même un jour D'accord. beaucoup lui en veulent. On peut dire beaucoup de choses sur Mehdi Benassia, mais pas que c'est un feignant, ni qu'il a fait passer ses intérêts personnels au-dessus du propriétaire, surtout. Contrairement à d'autres qui ont laissé le propriétaire se faire plumer et dépenser sans compter. Mhm. Écoute, cette histoire de mail qui est sortie, c'est un mail qui dit représenter une vingtaine de personnes, dont des joueurs. Alors je suis étonné que les joueurs acceptent que dans un mail on explique qu'en gros une personne du staff de l'OM, donc en l'occurrence Bob Tari, leur ramènerait des escortes, tu vois. Je suis étonné que les joueurs accepteraient qu'on dise sans leur nom, mais pourquoi pas. Bah en fait, ça a été envoyé à Foot Mercato et à Mathieu Grégoire de l'équipe. Ok. Maintenant te dire c'est vrai ou pas, j'en sais rien. Bob Tari, il y avait un mélange des genres avant qui était un peu gênant à Monaco, c'est une réalité. Euh, Vu de certains agents intermédiaires. Maintenant, je sais pas, je connais pas, tu vois, j'ai pas plus. Ce que Mhm. je peux te dire, c'est que l'OM, vivement, veut faire la lumière, vraiment, c'est vrai ou pas. Mais quand tu reçois des mails de délation comme ça, moi, ça m'est arrivé dans le cas de Valenciennes, notamment, des mails anonymes comme ça. On te dit oui, on représente tant de personnes, etc. et tout, tu dois t'assurer que c'est vrai. Ouais.
Comment tu fais, ça, c'est pas évident. Donc, parce que quelqu'un peut très bien écrire ça, tu vois, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? J'en sais rien. Par contre, moi, ce que je suis surpris, c'est que ça a été publié aussi rapide, alors que le mail a été envoyé si rapidement, parce que normalement, tu dois vérifier ça. Comment tu le vérifies, tu vois, ça prend du temps. À moins que tu aies déjà eu suffisamment d'indices concordants, etc., déjà des trucs avant, j'en sais rien, je sais pas comment ils ont travaillé. Mais oui, il y a... Enfin, je dirais juste un truc, je dirais que c'est assez marrant de voir que les mecs à qui ça a été envoyé, c'est des mecs qui, on dirait, n'ont pas les meilleures relations du monde avec Mehdi Benassia, ouais, Hmm, aujourd'hui. Voilà. ok. Alors on a une question de Lagobe. Bonsoir, que pensez-vous des embrouilles au Nîmes Olympique? Oh Merci. mon Dieu, quelle tristesse, quelle Moi tristesse. j'ai pas suivi donc je sais pas ce qui s'est Bah, passé en mais. gros, t'as le directeur sportif ouais, qui dirige tout. Il est notamment agent aussi. J'adore le mélange des genres. Et c'est lui qui représente notamment le fils du président. Et le gardien remplaçant à Concarneau. Ils ont eu la tête du coach, sauf que le père du coach, il est très influent vis-à-vis de certains entrepreneurs, etc. de Nîmes. Enfin, c'est une pétaudière. Ils ont explosé le budget cette année. Ils ont pris de l'argent visiblement également de la subvention qui était destinée à l'association pour le mettre sur la structure professionnelle. Eh, c'est n'importe quoi. Ah Je ouais? veux dire, Asaf qui part enfin et les gens ils font ça derrière, c'est une honte et un scandale. Pour un aussi beau club, c'est une honte et un scandale. Purée. Mais il y avait pas des anciens joueurs qui sont rentrés au capital? Si, mais eux, ils sont pas. Ouais, c'est Dupré, le directeur sportif, il décide de tout. Tu te renseignes 2 minutes sur lui, tu te dis, mais comment c'est possible? Ouais. Alors, en fait, il y a deux possibilités. C'est soit le président il comprend vraiment pas, soit il mange. Soit l'un, soit l'autre. C'est pas possible autrement. Hmm. Mais c'est triste, tu vois, parce que c'est un super club. Oui, c'est un très bon club, Nîmes aussi. C'est un super club. Quand tu vois le soutien qu'il y a eu cette année au stade des Antonins, Hmm. puis en plus, ils ont explosé leur budget, quoi. Donc qui va payer, tu vois, encore une fois, bah, j'ai bien une idée, moi, de qui va payer, tu vois. Je vais pas dire le contribuable, mais bon, Ouais, un petit peu. ils vont avoir des subventions. On a une question de Steve. Que penses-tu du championnat belge? C'est un des footballs qui m'a toujours le plus intéressé. J'ai toujours fait au moins un sujet par an sur la Belgique. C'est un championnat qui a beaucoup progressé. Alors on le voit notamment dans les performances des clubs en Coupe d'Europe. Quand tu vois l'Union Saint-Gilloise pour sa première en Ligue des Champions en phase de groupe, je veux dire, c'est quand même pas infamant ce qu'ils ont fait. Et tu remarques que souvent, à domicile, les clubs belges sont très durs à battre. Hmm. Même les tops équipes l'ont vu, hein, quand tu vas à Bruges notamment. Ça n'empêche pas qu'il y a des problèmes quand même structurels importants, des problèmes financiers importants chez beaucoup de clubs qui dépensent trop. Ça reste toujours un laboratoire avec la deuxième division belge, c'est un mouroir avec du n'importe quoi, un niveau de n'importe quoi qui dépasse l'entendement. Euh, et que les clubs sont trop gourmands. C'est-à-dire que l'été dernier, tu as quand même des clubs qui pouvaient vendre des joueurs, mais ils ont réclamé tellement d'argent, attention. Et là, les masses salariales ont commencé à augmenter. C'est pas non plus si bien. Ouais. Mais il y a eu des progrès, c'est quand même bien plus propre qu'auparavant. Alors, c'est pas parfait, mais il y a quand même un travail qui a été fait. Parce que tu prends la Belgique d'il y a 10-12 ans, pour voir le nombre de clubs qui font faillite, les Vizé, les Moucron, il y avait quoi d'autre? Tubize, je crois, fait faillite à un moment donné à l'époque. Namur, on a eu quoi? On a eu le Lokeren, on a eu le Liers. Mhm. Lokeren, ils ont fait faillite ou pas? J'ai un doute. Le Liers, ils l'ont fait, ça c'est sûr. Bon, c'est plus rare maintenant. L'année dernière, il y a eu, quand Doudou Cissé avait repris le club, je me rappelle toujours, c'est Dender ou Dines? Je crois que c'est Dines. Qui a coulé, qui était en deuxième division. Là, cette année, les problèmes olympiques de Charleroi, on en a d'autres, notamment le division inférieure. Mais quand même, on est moins sur autant de faillites et tout, parce qu'avant c'était ridicule, hein, les camps entre les clubs de D1 et D2 qui ont fait faillite ou qui ont des problèmes financiers. Le Lire étant l'un des exemples les plus frappants, parce que c'était un club historique de la D1A, comme on appelait à l'époque. Donc ça va quand même mieux. Ok. Ça va quand même mieux qu'avant. Ok. Alors, une question de Périlian. Romain, juste une question. Est-ce que tu as des infos sur le futur championnat des réserves qui retirera les réserves des championnats N2, N3 et R1? Est-ce que ça avance ou c'est au point mort? Bah, je me suis jamais renseigné sur le sujet. Ouais. Donc j'aurais aimé lui répondre, mais malheureusement, je ne sais pas du tout. Ensuite, une question de Thibaut. Mhm. Salut Romain, que penses-tu de la gestion actuelle de Sochaux? Est-ce que le projet 100% local avec les sociaux, c'est un avenir probant devant lui? Bah, on peut que encourager un projet comme ça. Comme celui qui a fait Bastia lors des remontées, tu vois, avec les socios dans le capital. Le problème pour Sochaux, qui se pose pour beaucoup, c'est qu'en fait les dettes ont été décalées, le passif. Donc à un moment donné, il va falloir rembourser tout le passif, ce qui n'a pas été le cas. Il y a des augmentations de capital qui sont réalisées chaque année pour que le club reste en vie. Mhm. Donc les actionnaires remettent.
Je crois qu'ils ont remis une augmentation de capital il y a pas longtemps de 3 millions, si je dis pas de bêtises. Il y a beaucoup de guerres au niveau de l'actionnariat et chez les dirigeants, par contre. Ouais. Très tendu. Ouais, ouais. Ça, c'est pas propre. Par contre, au final, alors je sais qu'il y en a beaucoup qui ont critiqué Julien Cordonnier, qui s'est planté l'année d'avant, c'est sûr. Là, voilà, ça a été cohérent ce qu'ils ont fait. Je trouve que les choix qu'ils ont fait ont été très cohérents. En fait, j'en avais parlé avec pas mal de scouts en national début de saison. Il y en a deux trois qui m'ont dit, là, ils ont bonne colonne vertébrale, tout. C'est bien pensé. Le coach aussi est une bonne personne humainement. Mhm. Et je pense que ça fait beaucoup. Tu vois, c'est quelqu'un qui a laissé beaucoup de bons souvenirs dans les clubs où il est passé humainement. Et c'est une bonne revanche pour lui. Parce qu'il y en a qui le critiquaient beaucoup. Et je te dis ça, je le connais pas personnellement. Moi, j'ai pas de lien Ok. avec lui. Mais je trouve que c'est propre. Donc c'est bien. Maintenant, faut garder cette dynamique. Parce que tu remarqueras qu'il y a beaucoup de promus qui la gardent et qui font une saison correcte en Ligue 2. Donc voilà, un gros défi les attend. Mais ils ont des joueurs en plus qui, je pense, peuvent s'adapter en Ligue 2. Qui ont connu un peu ce niveau-là aussi. Voilà, ils vont peut-être recruter, j'imagine, un peu plus de jambes. Mais Mhm. non, non. Faut juste espérer que les dirigeants arrêtent de s'entretuer pour le pouvoir, ce sera pas trop mal. Ouais, ça peut être problématique. Ouais. Ensuite, ben, deux dernières questions. De Aymen. Salut Romain, toujours un plaisir de te lire et de te suivre. Je suis fan du Real Madrid. Il y a un cas qui me dérange énormément, c'est la prolongation et la gestion du dossier Vinicius par le club. Ne serait-ce Ah pas le bah. temps de mettre un ultimatum et de le vendre, que ce soit en Arabie ou je ne sais où? Car pour moi, la cohabitation entre lui et Mbappé est presque impossible. Bah, c'est un dossier dont je parle depuis 1 an et demi. Parce que c'est un dossier où il y a eu que des erreurs de part et d'autre. Vinicius, lors de son année où il pense avoir le ballon d'or et qu'il ne l'a pas, il est à son apogée. Sportive, financière. À ce moment-là, ses agents ils peuvent tout demander, le Real lui fera, même s'ils font Mbappé. Je veux dire, la saison qu'il venait de faire, même l'année d'avant, si les agents sont intelligents, ils renégocient un peu avant l'arrivée de Mbappé, parce qu'ils devaient savoir quand même, et ils renégocient un salaire augmenté, ou une prime, etc. Pérez, il lui donna à l'époque, c'était sûr. Mhm. Parce qu'il restait sur Ligue des Champions et, bon, certains ballons d'or, Rodri, etc. Voilà, entre guillemets, c'est l'un des tout meilleurs joueurs du monde. Top 2, top 3, voire top 1 pour certains. Voilà, chacun aura son avis. Il est au sommet de sa cote. Et ce qu'ils ont fait, c'est pas ça. C'est que bon, il y a le truc du ballon d'or qui remarquera quand même un avant, un après. Et je peux te le dire de personnes qui travaillent avec lui. Ouais. Et, euh, et en fait, ces agents, eux, ils parlent avec l'Arabie Saoudite à l'époque. Timing, il est désastreux. Ah bon? Il avait 24 ans à l'époque. Mhm. Alors, on lui parle du contrat de l'année, et bon, le joueur est réceptif avec son entourage, tu vois, parce qu'il y a tellement de gens autour qui s'écrochaient. Et puis en fait, ils vont faire foirer les négos parce qu'à un moment donné, ils ont dit non, finalement, en fait, on veut 2 ans de contrat et pas 5. Les Saoudiens le prennent très mal parce qu'en fait, il y en a qui ont voulu renégocier dans le dos, etc. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc, ils se retrouvent un peu le bec dans l'eau. Sauf que, entre-temps, on a mis dans la tête du joueur qu'il vaut une certaine somme, tu vois. En Europe, c'est 30, ce que j'avais dit. 30 par an. Mais Pérez ne peut pas donner un plus gros salaire à Vinicius que ce qu'il a donné à Mbappé. Ouais, c'est pas Parce possible. que s'il fait ça, Valverde va toquer à la porte, Bellingham va toquer à la porte, tous ils vont toquer à la porte en plus, hein. Mhm. Donc tu peux pas. Donc si tu veux, il est resté là-dessus. Et moi, ça me faisait rire. Je voyais les gens, ils disaient ah, mais la prolongation est proche. Il y a plus de 10 millions d'écart dans la proposition. Qu'est-ce que c'est proche? Donc après, ces agents, ils ont fait quoi? Ils ont dit ok, ce qu'on va faire, c'est qu'en gros, on va demander une prime à la signature en plus au Real. Tu vois? On va demander une prime à la signature. Donc en gros, pour lycée. C'est-à-dire, voilà, admettons, le salaire, il est moindre, mais en gros, chaque année, il aura une prime à la signature. Mais... Sauf que les performances de Vinicius aujourd'hui, la cote qu'il a financièrement, c'est pas ce qu'il valait il y a 2 ans. Il y a 2 ans, il peut tout demander, même en Europe, tout le monde l'aurait mis. Parce que tout le monde Mhm. voulait Vinicius à Oui, l'époque. il était incroyable, hein. En plus, Le c'était problème vraiment aujourd'hui, fort. c'est que ces agents ont fait le tour d'Europe. Il n'y a personne qui veut de Vinicius. Et quand je dis ça, c'est pas sportivement, c'est que financièrement, c'est trop cher. Mhm. C'est qu'aujourd'hui, il faudrait 150 millions de transferts, un salaire à quasiment 30 millions par an, les commissions d'agents et une prime à la signature. Sur un contrat de 4 ou 5 ans. Mais tu imagines l'investissement que c'est? Ah ouais, C'est c'est peut-être 400 millions au total, on me demande. Et surtout, à son poste, il y a des clubs, ils en ont pas besoin. Il y a très peu de clubs qui peuvent se le payer. Le PSG veut pas. Le Bayern, je pense même pas qu'ils auraient les finances pour tout faire et ils veulent pas. Les clubs italiens, t'oublies, ils n'ont pas l'argent. Les clubs espagnols, il ira pas ailleurs, ils n'ont pas l'argent. Donc il te reste que l'Angleterre. Chelsea, ils ont dit non. Liverpool, avec tout ce qu'ils ont acheté, bon, ils n'ont pas manifesté un intérêt dingue. City, ils voulaient pas. Mhm. United, c'était pas en Ligue des Champions. Maintenant, tu te dis, bon, allez, peut-être ils vont tenter à United, mais je veux dire, Aston Villa, pas l'argent, enfin, donc tu vas où? Ouais, Il te reste l'Arabie, mais l'Arabie, c'est plus le même prix.
Le problème, c'est que maintenant, il lui reste 1 an de contrat. Donc, quelque part, il est en position de force, Vinicius. Parce que si il va être libre dans 1 an, les clubs, au lieu de donner 150 millions au Real, ils donnent 40 millions aux joueurs. Mm. Ça leur fait une économie de plus de 100 bâtons. Et ils lui donnent un contrat un peu plus gros, mais voilà, parce qu'ils n'ont pas de transfert à payer. Je comprends pas qu'il y a 2 ans, le Real, ils n'aient pas pris le téléphone de l'année dernière, ils auraient appelé l'Arabie pour faire le deal, tu vois, je comprends pas. Et après, le Real était persuadé qu'il allait faire un geste lorsque Xabi Alonso a été viré. En Ouais. gros, voilà, je te fais ça et tout. Mais non, il y a une histoire, c'est 10 millions d'écart par an. Donc qui va se couper un bras? Parce que les agents, ils peuvent pas dire à Vinicius, en fait, non, tu vaux 20, parce qu'ils vont passer pour des guignols. Mm. Après, on leur met dans la tête, tu vaux 30 par an. Ouais, Moi, je donc, suis totalement d'accord avec le commentaire. Le Real, c'est la première fois, je crois, depuis Ozil, qu'ils ont un joueur majeur dans la force de l'âge à qui va rester 1 an de contrat. Ce qui montre la déliquescence du club au niveau de la gouvernance. Parce que le dossier il est très mal géré. Donc c'est soit tu le vends, tu imagines, tu fais l'année où tu prends le risque que le mec soit libre et qu'il parte pour zéro. c'est. Le Real a jamais eu ce problème-là. Il doit remonter à Ozil, je crois. Donc on doit remonter à quoi en 2-13, 2-14. Donc ça te montre à quel point il y a un souci de la direction du Real. Mais à un moment donné, je suis d'accord, il a raison. C'est soit tu le vends cet été, soit tu fais autre chose. Moi, j'aurais convoqué les agents depuis un moment, j'aurais dit, eh, c'est ça, si vous voulez pas, dehors. Ouais, voilà. Ça aurait été Dehors, plus y a simple, pas de quoi. problème. Ça aurait été plus simple. C'est, voilà, parce que t'arrêtes pas de dire j'aime le Real, bah problème, je veux dire, on te met 20 millions par an, c'est pas non plus infamant, quoi. Ouais, bah ouais. Il peut Parce vivre quand même. qu'aujourd'hui, je suis désolé, Vinicius, je dis pas que c'est un mauvais joueur, mais aujourd'hui, aucun club en Europe lui mettra 30 millions, hein, Mm. par an. Il n'y en a pas un. Il y a 2 ans, il aurait pu demander ce qu'il voulait. Donc c'est pour ça que les agents ont mal joué le coup. Il y a 2 ans, il est au sommet. Mm. C'est là où sa cote est au plus haut, pas aujourd'hui. Surtout pas après la saison qu'il vient de faire. Ouais, c'est. Donc soit il revoit ses prétentions à la baisse, soit bah, l'Arabie, ou en MLS avec un montage, je ne saurais pas te dire. C'est un sujet compliqué aussi, hein. Mais l'année prochaine, il aura des demandes. Parce qu'il n'y aura pas 150 millions de transferts à payer. Mm. Puis il voudra peut-être Donc pas prolonger tant qu'il y a Mbappé, il voudra pas peut-être pas rester dans l'ombre ou. c'est une histoire d'argent. Ouais. 80% des deals dans le foot, c'est une histoire d'argent. Pour les sportifs, c'est pour nous qui y croyons. Mm. Ouais. Ouais, c'est Non, peut-être vrai c'est aussi vrai. ça. Ouais, bah oui, je pense. Non, mais bon, t'as pas. Tu vois, j'ai eu la chance. Mm. J'ai des joueurs avec qui j'étais ami. C'est pas des joueurs connus. C'est des joueurs qui étaient en pro. Et mon pote Anthony Andreu, qui est un ami, qui était en Écosse à l'époque, en D2 Suisse, après en Écosse et tout, et il a été transféré à Norwich. Et Norwich est monté en première ligue. Et il me racontait. Ah, mais tu rigoles à un moment, hein. Quand il me racontait les anecdotes et comment les mecs étaient, bah. Ouais, c'est un autre monde à un moment donné. Ouais. Mais déjà, plus bas, si on te propose, tu gagnes 3 000 € par mois, si un club va te proposer 7 000, Bah tu vas y aller. Ah Les bah mecs vont oui. y aller. Ah bah oui. Parce que ça te change ta vie, tu vois. Moi, ce que j'ai jamais compris, lui, il me disait la même chose. Il me disait, mais t'imagines, les mecs, il y en a, ils sont millionnaires. Qu'on te propose 1,5 million ou 1,3 million, franchement, ça va rien changer à ta vie. T'es déjà millionnaire. Ça va rien changer à ta vie. Mm. Et le mec va préférer. Et ça, j'ai jamais compris. Ça, c'est un mystère pour moi, mais ça, il y en a beaucoup, ils fonctionnent comme ça. Donc, bon, l'argent, c'est la clé de tout. Et le deuxième truc, souvent, c'est le cadre de vie et la partenaire, etc. Combien il y a eu de transferts parce qu'en fait, il y avait des menaces de divorce, de ci, de là, tu vois. Ouais, ça, ouais, c'est tout les coulisses qu'on voit pas, quoi. Le sportif, puis même, pourquoi tu fais un joueur, c'est parce que tu connais l'agent. Enfin, des fois, t'as des trucs sportifs, oui, purement, mais c'est rare. Mm. Je suis pas persuadé que Rashford, il est allé uniquement pour des intérêts sportifs au Barça, que le Barça a voulu Rashford uniquement pour des intérêts sportifs, ou parce qu'il était représenté par l'un des meilleurs amis de la Porta, tu vois. Ah, ouais. Je suis pas persuadé que c'était pas Pinizavi l'agent, je suis pas persuadé que Rashford aurait fait l'année au Barça, tu vois. Mm. Pas sûr. Ouais, du copinage, quoi. Le réseau. Alors, on a l'avant-dernière question de Paul Le Poupe. Salut Romain, si tu devais refaire une partie Football Manager, dans quel pays démarrerais-tu? Moi, j'ai toujours une tendresse pour le foot écossais. Dernière division écossaise, évidemment. Ouais. Quatrième. Oui, j'ai toujours une tendresse pour l'Écosse, j'y ai habité, voilà. Donc l'Écosse, oui. Peut-être un Elgin City, tiens, qui est un peu dans les Highlands, tiens, c'est sympa. Mais autrement, une petite sélection. Que j'aime beaucoup le football de sélection. Ok. C'est le thème de mon dernier livre. C'est voilà, les sélections dont personne ne parle, tu vois, où il y a des destins fous. Des fois avec la guerre, l'exil et tout ça. Donc, ouais, je te dirais. Peut-être une sélection d'Océanie ou autre. Ouais, même ça, dans ma vie perso, ça me plairait. Tu vois. Pas entraîneur, j'ai pas le niveau, mais. Mm. euh, tu vois,
Ouais, ça, c'est un truc qui pourrait me botter, tu vois. Pas un football manager de le faire. Donc Ouais, ça m'intéresse. ça Ouais. peut, ça peut être un projet. Bah, surtout dans le basket à la rigueur, mais à la rigueur pour jouer surtout. Mais même dans le foot, oui, oui, tu vois, de s'occuper, on va dire, de conseiller, par exemple, un bon président de fédération ou un ministre des Sports. Ouais, ça, oui, ça, bon. J'ai déjà eu une possibilité ou deux que j'avais refusé. Ah bon? Ouais, ouais, en Haïti, on m'a demandé d'être conseiller du ministre à l'époque, j'avais dit non. Ok. Parce que je voulais pas qu'on dise, tu vois, qu'en gros, en gros, c'était parce que à l'époque, quand ça sort, vraiment, mon nom était partout en Haïti. Et qu'en gros, tu vois, politiquement, il y en a qui voulaient, donc ça m'intéressait pas, et je voulais pas récupérer des bénéfices d'un truc, tu vois, aussi horrible que les abus sur mineurs. Hmm. Mais oui, puis après, j'ai parlé avec certaines personnes en Afrique, où j'ai soumis des projets aussi de formation au métier du football, notamment, au métier du sport en général. C'est vraiment un truc solide, donc on verra. Peut-être qu'un jour, ça se concrétisera. Ouais. Ça serait un beau projet, ouais. Ça serait bien. Ça n'existe pas, en tout cas, le projet que j'ai en tête, et Hmm. qu'un projet structurant de savoir, on va dire, autour du sport, quoi, vraiment sur tout ça. Donc écoute. On verra, mais c'est pas dit parce que c'est pas un truc pour les paillettes, tu vois, c'est un truc de fond. Donc est-ce que ça Hmm. passera? Je ne saurais te dire. Ok. D'ailleurs, les gars, en parlant de Football Manager, je profite pendant que vous êtes là. J'ai un ami qui stream tous les soirs et c'est Radaweb. Je vous mets le nom de sa chaîne et il est vachement calé si vous avez besoin de conseils ou quoi que ce soit. Il est bon sur Football Manager. Et du coup, Romain, Dis-moi. une dernière question. Salut Romain, top ton travail. Merci. Est-ce que tu aurais plus de détails à nous donner sur les luttes entre actionnaires du FCSM? Hmm. En fait, il faudrait que je retrouve mes archives parce que j'avais eu les trucs, mais là de tête, je me rappelle pas. Ouais. Mais c'est pas, ça vient pas d'une seule personne, j'ai eu plusieurs. Et oui, il y en avait. Ça avait gueulé l'été dernier. Ouais, je me rappelle. Mais si tu veux, j'ai pas les. Faudrait que je reprenne dans toutes mes archives tous les trucs que j'avais. Et là, je les ai pas devant moi, donc je pourrais pas te dire. Mais après, c'est dans tous les clubs. Oui, de toute façon. Tu vois, c'est pour ça qu'en fait, souvent je le dis aussi, je m'acharne jamais moi sur quelqu'un, tu vois, ou sur un club. Je Mhm, précise toujours, je contextualise. Malheureusement, le foot, c'est souvent beaucoup de problèmes, des luttes d'ego, etc. Tu vois, ce n'est pas qu'un club, tu vois. Et il y a des choses bien pires que le FC Sochaux Montbéliard, hein, tu te doutes bien. Hein. mhm. Tu vois, par exemple, les fausses factures d'Aubagne, ça, c'est cadeau, ça, tu vois. C'est en National 1 aussi, donc voilà. Fausse facture. Mais oui, il y a des luttes au niveau de certains actionnaires. Ça, c'est une réalité à Sochaux. Ça, c'est une réalité. Ok. Bon, ben, Romain, je te remercie. Et d'ailleurs, j'en Pas de profite souci. pour dire que bah, tu as sorti ton dernier livre le 13 mai. Ouais. Euh, Ouais, ouais, ouais. L'autre Coupe du Monde, Exactement, il est là. Il disponible est là. sur Amazon, c'est ça? Amazon, Fnac, librairie, version électronique, site de l'éditeur, tout, ouais, ouais, c'est du vrai foot. Les Ok. gens, des fois, ils me disent comment tu sais ça, bah là, dedans, bah, t'as les joueurs qui parlent, les entraîneurs à travers le monde. C'est un travail de fourmi avec 50 000 anecdotes pour ceux qui ont vraiment envie de voir, tu vois, des histoires. Mhm. Et je pense que c'est un truc, ouais, et c'est des joueurs dont on parle pas forcément, tu vois, de Nouvelle-Calédonie, Tahiti, tout ça. En fait, c'est ceux qui vont jamais à la Coupe du Monde. Ok. C'est l'autre Coupe du Monde. Donc voilà, je sais que c'est pas grand public et tout, mais par contre, ceux qui aiment le foot, le vrai, je pense qu'ils vont se faire plaisir. Je pense que pour le coup, c'est un livre voilà, qui est différent. Et donc, oui, oui, il est disponible. Les gens peuvent le commander en version numérique, Amazon, Fnac et même en librairie. Ok, super. Bon, ben, on ira lire ça alors. Écoute. Eh ben, je te remercie pour tout, Il n'y a pas de d'avoir souci, passé du temps Ulrich. avec nous. Et je te souhaite Pas une de belle souci. soirée et une bonne continuation. Eh bah, de même. Et allez, le Sochaux. Merci beaucoup. Allez, équipe de Faith. Merci à tous. Ciao. Ciao. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu. Ah. Et je vais vous souhaiter une belle soirée à vous tous. On se retrouve lundi. Normalement, j'ai une émission avec Benoît Pedretti.